On amène, même si c'est 10 000 à lever, Oui. comptez-moi que vous avez Ah oui, hein? même si ça prend un. Waouh! Non, moi je veux qu'on compte. On compte un. Parce qu'on peut les compter. Il y a deux types de pisciculture, Oui. en étang ou dans les bacs hors sol. Oui. C'est quoi le plus intéressant, le système pisciculture dans les bacs ou pisciculture Dans les étangs. Moi, je me demandais, est-ce que c'est un business qui est vraiment porteur? Est-ce qu'on génère vraiment du cash avec ce business? Tu as écrit un livre, Investir dans la pisciculture en Afrique, et tu mets le guide pour devenir millionnaire grâce aux poissons. Est-ce que tu es millionnaire grâce aux poissons? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Si tu étais un homme, quelle est la première chose que tu aurais aimé faire? Ah, tu l'avais pas vu venir la question? Pas du tout. Pas du tout. Si j'étais un homme, quelle est la première chose que j'aurais aimé faire? Rien du tout, puisque moi, je me considère comme une femme et un homme en même temps, puisque j'ai été élevée comme une femme. Comme... Attends, tu es une femme et un homme. Non, je suis inscrite. Non. Alors, je me dis, j'ai pas de limite. C'est qu'un homme peut faire, une femme peut le faire et je peux le faire. Donc, puisque moi, j'étais élevée chez mon père, donc il n'y avait pas de différence. Comprenez que les filles sont élevées à la mode dure, donc que vous êtes capable de faire à la fois ce que les hommes font et ce que les garçons, et ce que les filles font aussi. Ah, ok. Donc, voilà. Peut-être, voilà, je ne vois pas ce qu'un homme peut faire, qu'il ne peut pas faire. Bon, enfin, on est des sexes différents de façon physiologique, mais sinon, non. Ok. Et du coup, c'est quoi ton candidat pour les élections du Cameroun 2025? C'est qui ton candidat? Il n'y a aucun candidat. T'as aucun candidat? Rien du tout. Rien du tout. De toute façon, on ne te concerne pas. Si, en tant qu'anthropologue, vu qu'on est au Cameroun, on est forcément obligé de regarder ce qui se passe. Mais moi, je considère que tant qu'il n'y a pas de table rase, donc rien ne va se passer. Et si toi, j'étais chef d'État, quelle est la première chose que tu aurais faite au Cameroun? Quelle est la première chose que j'aurais fait? J'aurais mis les gars au travail. Parce que dis tu vois, les Camerounais ne travaillent pas. Non, en Afrique, on ne travaille pas assez. Comment ça? Quand tu compares déjà le niveau, quand tu vas au pays, tu vois déjà que les gars ouvrent le bureau, ça doit être à 7 h, on ouvre à 8 h. Donc, de façon factuelle, même, les Africains ne travaillent pas assez. Quand tu compares, par exemple, la Corée, la Chine, tu te rends compte que les gars là-bas travaillent 24 heures. Le travail doit être même leur source. Ils doivent aimer le travail. Mais au pays, voilà, c'est le jeu, quoi, les gars. Mais pourquoi ils ne travaillent pas? Parce que selon toi, pourquoi ils ne travaillent pas assez? Parce qu'ils ne sont pas motivés à travailler. Ils ont le confort, tu vois, c'est le confort. Tout le monde est confortable dans sa position, même si au sommet de l'État, est-ce qu'il travaille? Comme on dit, l'exemple vient d'en haut. Passons pourri par la tête. Aïe, 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 aïe. En tout cas, les responsables, c'est qu'un idiot. Effectivement, l'exemple vient toujours d'en haut. Donc, si on n'inculque pas le culte du travail partout à l'école, peu importe. Et comment toi, tu auras inculqué le culte du travail, du coup? La méritocratie, du coup. Comment concrètement ça ressemble à quoi? Ok, imaginons tu es dans ta boîte, Masora, c'est ça, hein? Africa Food, pardon, Africa Food et machin truc. Comment tu inculques le travail? Comment tu fais en sorte pour que tes gars bossent de manière correcte? Mais nous, déjà, c'est déjà la vision. Tu vois, viens, on les communique la vision. Et moi, quand tu me dis que tu dois faire quelque chose, ça doit être fait et on doit contrôler. Donc voilà, quand tu dis le travail doit être fait sur une semaine, ça doit être fait et on croit vraiment à responsabiliser les gens. Et que quand je dis que tu vas faire un travail, c'est pour ça que je mets toujours des points de contrôle. Oui. Parce que même ici en France, quand tu travailles, on m'a dit tu dois rendre compte. Oui. Et au pays, les gens sont habitués à ne pas rendre compte. Donc ça veut dire qu'il va faire un truc et tout. Il n'y a pas de sanction. Oui. Et moi, comme je dis, si tu me voles, je te mets en prison. Ah oui, mais n'attache-moi en prison. Je te mets en prison. J'ai procédure en cours. Ouais, non, c'est quand on dit, tu sais que tu as un côté Bassa, on dit que les Bassa marchent avec les plaintes dans leur poche. Le thème. Ou alors la machette. La balancoire. Donc, attends, et quand tu parles de sanctions, en dehors de porter plainte, de mettre en prison, c'est quoi? Bon, imagine, tu ne vas pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il n'a pas fait son travail. Du coup, lorsque tu as un de tes employés qui ne fait pas son boulot,
Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'ascension du coup? Mais lui, non, les stars, l'élevage des poissons. Donc, s'il ne fait pas son boulot et que ça me remonte, déjà, j'essaie de comprendre pourquoi il n'a pas fait le boulot, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les contraintes, etc. Si je me rends compte que, comme je dis, sur place, si un poisson meurt, je dois comprendre, je dois savoir pourquoi le poisson est mort. Donc, si je n'ai pas de justification claire, que moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le poisson est mort, moi, je fais seulement, voilà, si le kilo coûte 2500, donc si je calcule qu'on a perdu peut-être 5 kilos, je défends que seulement sur les salaires. Voilà, les gars qui nous ont volé et tout, qu'on s'est rendu compte qu'on devait sortir par 5 tonnes de poissons, on a sorti 3 tonnes. Où est le gap? Le technicien n'arrive pas à expliquer. C'est quoi? On a dit que bon, si la paye que nous vous payez là, on va retirer chacun, bon, vous devez participer parce que... Et comment ils le prennent, le fait que tu retires souvent cette perte-là de leur salaire? Mais ils sont fâchés, donc ils disent, mais si vous n'êtes pas content, vous démissionnez. Ok. Pas content, vous démissionnez parce que les gars ne comprennent que la force au pays. Si tu ne mets pas les menaces à exécution, ils ne comprennent que la force, donc c'est un peu ça. Ok, super, vous avez bien compris ma personne, on a parlé de poisson. Ben, bienvenue Daniel sur le podcast des découvertes. Je sens que je viens participer à ce podcast. Chassé croisé. Venue de Toulouse, hein, tu vois. Elle vient du village. Elle est bien mêlée à la civilisation. Allez, fais bon. Si Toulouse, tu sais que Toulouse, c'est une place centrale en Europe. Hein. Toulouse, c'est la capitale du spatial. C'est pour là-bas, pas je dans le ciel. La terre ne dépasse pas, je dans le ciel. Il faut mieux comprendre la terre, il faut comprendre... Ça, ce sont les choses des gens qui mangent 3 fois par jour. Bref. Ben écoute, bienvenue chez Ultimate Pod, bienvenue dans le podcast de l'écrivain, le podcast qui donne la parole aux auteurs qui impactent. Ma personne, comme tu l'auras pu le constater, nouveau décor, nouvel épisode, mais surtout, nouvel invité. L'invité qu'on reçoit aujourd'hui s'appelle Aniel Cruzel, elle produit du contenu sur la chaîne YouTube Masora Business. En effet. Et elle a aussi une entreprise au Cameroun qui fait dans la pisciculture, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que tu fais aussi dans l'aérospatial. Oui, il y a ma formation de base. Formation de base. Voilà. Et pour la petite histoire, comme elle a fait dans l'aérospatial, elle voulait amener ça au Cameroun. Sauf que les gens ont faim, elle voulait amener dans l'espace. Elle s'est rendu compte que bon, peut-être qu'il faut d'abord nourrir les gens. Donc, on est là de ça à la hauteur d'un livre très enrichissant, intitulé Investir dans la pisciculture en Afrique. Je ne sais pas s'il y a un livre qui traite de ça, je ne connais pas. Mais en tout cas, le livre, il est là. Par une édition Argent Livre. On te met toujours tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et au-delà de ça, je suis obligé de faire le placement. Elle a participé au programme Plume d'élite. Je pense que c'est la 3e édition à Rochefort-du-Gard. Donc, le bijou, il est là, c'est concret. Bref, au cours de cet échange, tu connais notre devise. On va tirer à balles réelles. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Mais tu sais que nous, on aime le sang. Parce que la peine n'est pas rentable. Donc, on va tirer. Maintenant, on va voir si elle a le Hemley pour supporter. Ok, ça marche. Quand tu sais que tu es en danger, ça laisse que tu n'es pas en danger. Et je tiens à poser que cet épisode est sponsorisé. Je connais notre sponsor officiel, comme il nous menace toujours. Copilus.io, la première plateforme d'intelligence artificielle qui permet de produire du texte, de l'image et désormais des vidéos grâce à l'IA. Bref, on met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et bien sûr, tu connais la chanson. Le 3 mai 2025, du côté de l'Hôtel Intercontinental de Paris, se tiendra la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Bref, tu connais déjà le truc. Cette année, on va passer à un autre niveau. On te met tout dans le premier commentaire de la vidéo une fois de plus. Et je tiens à préciser que cet épisode, cette émission, comme tous les précédents, est enregistré en direct de Ultimate Pod à Cachan. C'est un espace qu'on a mis à la disposition des producteurs de contenu, des journalistes, bref, pour pouvoir recevoir les invités pour enregistrer des émissions aussi qualitatives que celle-ci. Je ne saurais démarrer cette émission sans remercier Eman Kamra qui est à la régie. Et maintenant que tout ceci est dit, on peut souhaiter la bienvenue à notre invité une bonne fois pour toutes. Bonjour Aniel. Bonjour Valère, merci de m'avoir invité. Je t'en prie, tout le plaisir est pour nous, tout l'honneur est pour nous de te voir assise là, à la même place que beaucoup. En effet, on a vu ça, on est assis avec les, voilà, là où les grands sont passés. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Mais écoute, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, Aniel, ta caméra, elle est là. Qui es-tu? Donc, pour ceux qui me découvrent, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aniel Cruzel, comme je le présente souvent. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur également, auteur de livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture, et également maman, je m'y ai ajouté. Et 2 enfants, déjà. 2 enfants, voilà.
Elle est également la promotrice de l'entreprise Africa Food Industries spécialisée dans la production et surtout la transformation de poissons au Cameroun. Voilà, et d'autres activités ici en France. On a une plateforme de formation, etc. Donc, et également, je travaille comme à temps plein, je disais. Ah ouais, tu as vraiment un pied dans le business et un pied... J'ai lu ton livre, puis à l'école, le peuple, tu veux travailler. C'est génial, c'est génial. Mais écoute, Agnès, la Nof, tu me disais que dans tes différentes activités, moi, il va commencer par les mauvaises histoires, après on va finir par les bonnes histoires. Tu disais que dans des activités de pisciculture au Cameroun, tu as eu quoi comme problème, des cas de sorcellerie? Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette histoire? Ah, il y a beaucoup de cas, mais... Raconte-nous les petites anecdotes. La dernière histoire en date, on dit le dernier challenge dont on a fait face, c'est surtout les cas de maladie. Donc, nous, on est sur un site piscicole où il y a des gens qui habitent sur le terrain. Et donc, on a d'autres techniciens et même notre ingénieur, qui est une femme qui a été touchée, on va dire ça comme ça. Donc, notre superviseur, il m'appelle le matin me disant Madame, ça ne va pas du tout, j'ai traversé la route parce que, voilà, on a une route qui descend au niveau du site. Bon, apparemment, ce n'est pas la route conventionnelle. Donc, le monsieur qui a laissé cet espace a dit qu'il ne veut plus qu'on passe sur sa route. Oui. Et il a dit au monsieur que, bon, laissez-nous quelques temps, le temps qu'on puisse aménager notre route. Il me dit qu'en traversant, Madame, je ne comprends pas, j'ai les pieds qui gonflent. C'est pas possible, on a dû m'amener à l'hôpital, etc. Je suis même allée voir des guérisseurs et dit waouh. Et donc, nous, à chaque fois qu'un de nos collaborateurs m'appelle qu'il est malade et tout, c'est compliqué, hein, puisque là, c'est notre superviseur, c'est lui qui supervise tous les travaux sur site, quoi. Et mais que ça ne va pas et c'est vraiment compliqué. J'ai dit, bon, en tout cas, fais tout ce que tu peux pour te soigner, va voir qui sont les guérisseurs, les machins. Il faut commencer à prier même parce que vraiment, c'est pas bien. Il me dit que les gens ici, là, sont trop mauvais, les gens sont trop jaloux. Et c'est comme ça que, voilà, quelques semaines après, bon, il réussit via des massages, tout ça. Et bien évidemment, nous, Africa Food Industries, quand un de nos collaborateurs est malade, on prend en charge sa santé, quoi. Wow. Parce qu'au Cameroun, bon, on sait bien qu'on n'a pas de protection sociale encore. Là, nous sommes en train de voir pour cette année affilier nos collaborateurs à la CNPS, mais dès qu'on a un peu malade, la facture, et ça revient à l'entreprise. Je juge qu'il faut quand même qu'on parte. Et donc, cet épisode est passé. Quelques semaines après, c'est notre ingénieur, donc une dame qui... Lui aussi, a traversé la route. Non, elle n'a pas traversé la route. Oui. Elle, ce sont les mains. Donc, elle, en fait, ce sont les mains parce que suite à cette histoire, j'avais discuté avec un de mes amis au pays qui me suit et tout. Il me dit qu'Agnès, tu sais, tu es dans l'entrepreneuriat, mais c'est que c'est aussi un côté mystique. Donc, vraiment, il faut beaucoup prier, il faut faire ceci, il faut même... Voilà, il faut que tu fasses même venir des prêtres et tout. Il m'avait dit ça et tout, j'ai réfléchi, tout ça. Après, j'ai dit... Parce que c'est ce que mon collaborateur me raconte là, vraiment. Il faut que le site là, il faut que j'envoie les prêtres et le site là-bas parce que je ne comprends pas. Et c'est comme ça que je contacte un de nos pasteurs de famille du côté de ma mère. Je le contacte et tout. Je dis, bon, il s'appelle Père Richard. Père Richard, tu écoutes, big up à toi. Je dis que voici, tu sais que voilà, toute ma famille savent que je fais le poisson. Je dis que voici, j'ai ça sur le site. Est-ce que tu peux venir et tout, m'aider parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il me dit, OK. Il me dit, il faut payer ça, il faut payer plein de trucs. On achète, je lui envoie les fonds. Et un dimanche, il vient sur le site, voilà, il fait prier, voilà, il a mis une croix et tout. Il dit que je viens dire que le site, la quelqu'un qui va là-bas, il fait n'importe quoi, ce sera à sa charge. Parce que moi, je travaille avec transparence et voilà, moi, je suis chrétienne, donc je mets tout entre les mains du Seigneur. Et donc, il fait tout ce qu'il a fait. Du coup, il allume un grand feu. À la fin, il allume un grand feu au niveau de la cour. On invite même quelques voisins, tout ça et tout. Et du coup, il dit, voilà, vous tous qui êtes là, venez autour du feu. Si vous avez, c'est pas les maladies, tout ça, venez mettre les mains. Et c'est comme ça que la technicienne était là, au ce moment-là. Et elle met ses mains. Et quelques jours après, elle nous appelle, elle dit que c'est grave. Elle n'arrive plus, elle a les boutons qui sortent partout sur les mains. Après que le père avait allumé le feu. Oui. Ok, d'accord. La technicienne dit qu'elle a le bouton. Ok. Oui, parce que tous mettaient le feu. Tu vois, quand il y a un grand feu, on met les mains comme ça. Ah oui, ok, d'accord. Pour se réchauffer, d'autres mettent les pieds. Parce que le pasteur disait que bon, mettez vos pieds, venez ici, c'est le feu vraiment. C'est le feu. T'es censé chasser tout le mauvais esprit. Voilà, ok, d'accord. Là, vraiment, il dit, ok, mais moi, il a prié, lui m'a dit que vraiment, celui qui va aller sur le site là fait n'importe quoi, en tout cas, lui-même me rase. Donc, et c'est comme ça que la technicienne m'appelle et tu me dis que madame, ça ne va pas du tout. Elle nous envoie la photo, je vois, et je dis que hey, c'est quoi ça? Je prends un peu. Je dis que c'est quoi ça?
Il dit que c'est le zona. Il dit que le zona existe encore au Cameroun. Je me dis, quoi, c'est une maladie? Je vais taper sur le temps que tu me laissé. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça existe au Cameroun. Ça existe, ça existe. Mais je tape et tout, j'ai dit, mais zona, comment? C'est une dame et tout, elle a les enfants, elle se portait bien encore il y a quelques jours. Elle dit que je ne sais pas, je n'arrive même pas. Elle a encore un petit bébé qu'elle allait. Même allaiter l'enfant, il n'arrive même pas. Il dit que, hey, voici la femme. La femme est quelqu'un qui est ici, là. Il dit que, mais. Et elle va donc consulter, elle va à l'hôpital, il dit, elle à l'hôpital et tout. Il donne les trucs pour mettre dermatologie, pour mettre sur la peau, mais ça ne va pas toujours. Et donc, voilà, elle va aussi voir des personnes indigènes, des prêtres, faire des massages et tout. Et on lui explique que c'est sur son lieu de travail. Son lieu de travail qu'elle a travaillé. Bon, on appelle ça le zona, mais c'est un son. Il dit que, hey, il y a un massage contre le site là. Qui peut lancer le son sur le site? C'est quoi ça? Il dit que, mais c'est pas possible. Il dit que de là, j'étais complètement évalué. Et voilà, comme elle le fait toujours, qu'on a pris en charge ses soins, etc. Elle avait des séances de massage chez... Après, l'avantage, c'est qu'on va dire, quand quelqu'un fait ça et tout, dans nos pays, il y a des gens aussi qui sont capables aussi de soigner. Donc, il y a des gens qui ont des dons, voilà, qui sont aussi capables de soigner. Donc, quand tu dis que tu as ça, on va t'indiquer que non, va chez tel, fais ceci, fais ceci. Et c'est comme ça. Donc, au bout de 3 semaines et tout, des massages, des pommades, c'est fini. Et là, j'ai fait une vidéo, elle dit que ouais, j'ai fait une vidéo, elle dit que bon, les gars, vous commencez à me lancer les sons, les bassins de bien, pas que moi ici, massage. Si j'appelle un bon, donc si j'appelle un grand-père, je suis massage, il m'a mis les gars, chez mon père là-bas, je vais chez ma mère, donc ne commencez même pas. Il y a vraiment la sorcellerie dans le business au Cameroun? Comment ça existe? Oui, c'est spirituel. Moi, dans la famille, j'ai vécu les cas de sorcellerie, comme on va dire. Mais dans le business, après la famille, dans le business. Dans le business, non, mais il y a des gens que, si tu te réveilles le matin, ils te disent que leur business est mort, tu ne comprends pas. Mais peut-être qu'ils peuvent faire une erreur. Même ici aussi, les business des gens meurent. On voit peut-être le cas de la dame qui a le zona qui est sorti. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'était mystique? Quand tu n'arrives pas à expliquer, quelque chose, quelqu'un qui est bien important du jour au lendemain, dit le zona quand même, je veux dire, pour avoir le zona, ça fait quand même partie des maladies infectieuses. Voilà, tu dois pouvoir le sentir quelques jours avant quand même. Voilà, il dit pas nécessairement quoi. Mais bon, en tout cas, j'ai expliqué ça à mon père, il me dit que ça arrive. Tu sais que chez les bassins, on lance le son, voilà. Mais est-ce que c'était pas vite fait de dire que c'est la sorcellerie? Vite fait, je ne sais pas, mais toujours est-il que les faits sont là. Moi, je suis scientifique et tout, je dis, bon, on a beaucoup, mais toujours est-il que moi, j'ai vécu les cas de fait que quelqu'un, voilà, est bien portant du jour au lendemain, on te dit que soit il est mort, soit il est des trucs bizarres. Donc, dans nos pays, tout peut arriver. Et dans le business, il y a aussi une grosse dimension mystique. C'est aussi spirituel, donc tout ce qu'on fait est spirituel. Et du coup, toi, je te protège comment de ce côté mystique-là? Ah, moi, je prie, moi, je crois à Dieu. La prière n'a pas suffi pour péter ton employé? Non, mais la prière n'a pas suffi, mais bon, quand tu crois en Dieu, quand tu as la foi, ouais, je dis, voilà, quand je dis, voilà, je fais mon chapelet, je fais ma neuvaine et tout, je dis que voilà, Seigneur, toi-même, c'est toi qui m'as envoyé dans ce business-ci. C'est toi qui m'as envoyé dedans. Les gens que tu as envoyés sur le site là-bas, voilà, en tout cas, donne-leur la santé, puisqu'on a besoin de la santé. Et parfois même, on est médecin, on est avec toutes nos machines et tout. Il y a des choses que même les scientifiques, les plus scientifiques n'ont jamais réussi à comprendre, l'unité de la vie. Donc, ça veut dire que même nos ancêtres savaient qu'il y a quelqu'un au-dessus de toute force. Que, voilà. Et toi, tu n'as pas peur, malgré ça? Tu n'as pas peur que les sorciers t'attaquent par rapport au business que tu as depuis que tu as lancé au Cameroun? Après, moi, je travaille dans la légalité, dans la transparence. Donc, voilà. Si quelqu'un va m'attaquer parce que je suis en train de faire quelque chose qui est... Voilà, je ne fais de mal à personne. On ne vole pas comme on permet. Je n'ai jamais volé personne. Je n'ai jamais souhaité du mal à quelqu'un. C'est sûr, forcément, dans ce chemin-là, tu vas rencontrer des jaloux qui vont vouloir te tuer par des moyens détournés. Mais on va aussi rencontrer des personnes qui sont aussi intéressantes, qui sont bien, qui vont nous accompagner. Donc, c'est comme la vie, non? Voilà, tu vas faire face aux difficultés et aux biens. Mais bon, je n'ai pas peur, puisque voilà, si on a la prière, ça suffit. Mais en tout cas, moi, je sais que moi, je prie, je demande au Seigneur de me donner la force tous les jours, de m'ouvrir les portes afin que ce projet-ci, parce que parce que moi, je dis, si dès que ma seule volonté, ça fait depuis 4 ans que je business, je ne sais même pas comment on aurait eu les fonds pour continuer jusqu'à là où on est aujourd'hui.
Avec comment les gens nous ont volé, on aurait fait... on va revenir sur le cas du vol parce qu'il se trouve que récemment, j'ai enregistré une émission avec Thierry Ngamen. Ouais, voilà. Ça fait 20 ans qu'il est dans l'industrie. Le cas de vol, c'est hallucinant. Et du coup, donc, pour quelqu'un qui veut lancer un business en Afrique, qui soit aussi bien dans la diaspora qu'en Afrique, qui veut se protéger peut-être des forces occultes, toi, tu te recommanderais juste la prière, pas besoin d'aller au village, faire des lavages, des trucs comme ça. Bah, après, si le village fait les lavages parce que c'est sa culture, parce que moi, je sais que voilà, moi, par exemple, moi, je suis Bassa aussi. Et en même temps, je sais que parfois, moi, l'année dernière, je te rentre au pays l'année d'avant, j'étais allé dans le village de mon père, c'est la première fois que j'y allais, j'étais allé à la grotte et tout. Après, c'est aussi demander parfois à nos ancêtres la protection, ça se fait. Donc, tu peux aller au village, parler à tes ancêtres, ou tu peux aussi, si tu es croyant, tu peux aussi, voilà, croire en Dieu, confier tout ceci, voilà. Mais en tout cas, moi, je sais que derrière, on n'est pas tout seul, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont précédés, ou que ce soit nos ancêtres, ou que ce soit voilà, les personnes qui prient pour nous. Ça, mais voilà, je me dis, bon, priez pour nous aussi, voilà. Parce qu'on est dans la vie, si on ne sait pas avec qui on va. Donc, mais surtout, il ne faut pas... Si tu as vraiment la conviction que ça va marcher, la foi, alors ça va marcher. Mais du coup, comment je te retrouve dans la pisciculture? Aérospatiale, pisciculture, Cameroun, comment je te retrouve là-dedans? C'est une histoire, vraiment. Moi, je me pose la question, comment je me suis retrouvée dans ce business bizarre, parce qu'il y a encore 4-5 ans, je ne savais même pas c'est quoi le mot pisciculture. Donc, si on remonte au début, c'est une histoire assez intéressante. Donc, moi, je suis arrivée en France déjà en 2009. En 2009 pour mes études, après 2 ans de classe préparatoire au Cameroun. J'ai fait prépa Vox. Oh, c'est vous. C'est quand même prépa Vox, mais c'est la deuxième promotion. Waouh! Quand Vox était encore. Vox était encore. Donc, moi, j'ai fait le collège Vox premier terminal. Et après, j'ai fait le concours pour entrer à prépa Vox, parce que c'était un concours intégré aux écoles d'ingénieurs, en fait. Donc, où on travaillait même le samedi, on travaillait comme les malades. Il fallait avoir 12 de moyenne pour passer pour avoir 10, en fait, 12 est considéré comme 10. Donc, je travaillais comme une folle parce que moi, ayant gagné dans une famille modeste, voilà, on n'avait pas l'argent. On allait me dire que c'est pas que l'école. L'école, c'est ton père, ta mère, c'est ton Dieu. Donc, tant que tu vas à l'école, vraiment, donc moi, je me concentrais vraiment dans mes études à fond et à fond. Donc, en 2009, non. En fait, normalement, je devais intégrer des écoles d'ingénieurs en France, puisque c'est des classes préparatoires intégrées aux écoles d'ingénieurs en France ou au Sénégal et même à Douala. Mais ce sont les écoles d'ingénieurs payantes, quoi. C'est un peu comme les Sigélec. J'ai quelques amis qui vont peut-être me découvrir à Rouen ou à Paris. Et donc, je n'avais pas les sous. Voilà. Ma famille, à un moment donné, bon, il fallait 2 ans de classe prépa. Et au bout du compte, on n'avait pas l'argent pour payer la caution pour venir en France, tout ça. Et j'avais dans une de mes sœurs qui était ici, qui m'a dit, voilà, tu vas rentrer à l'université, je déménage dans le sud de la France. C'est comme ça que j'ai dû reprendre en 2e année. Alors de commencer en 3e année. Donc, bon, pour te dire que, bon, moi, je suis arrivée en France en 2009, j'ai fait mes études, une licence de sciences physiques et chimie. Après, je suis arrivée à Toulouse, j'ai fait un master en technique spatiale et instrumentation, après un master pro. Bon, moi, j'avais oublié l'Afrique parce que je disais que j'avais quitté le continent. J'avais quitté vraiment un monde où je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et de toute façon, au pays, je savais très bien comment l'avenir. Je n'avais pas l'avenir, je n'avais personne au gouvernement, je n'avais personne. Donc, quand ma soeur m'a dit, si tu veux, tu vas à l'université, il dit que tu veux qu'il fasse comment? Alors, seulement, je vais reprendre, même s'il faut reprendre la 3e, la 2e année, on va seulement reprendre. Et donc, pendant 10 ans, donc à la fois mes études, j'ai fini mes études et tout, que j'ai trouvé un travail. J'ai commencé à travailler en 2014. Et après, voilà, comme ingénieur logiciel dans des boîtes à Toulouse et tout, dans le spatial. Et moi, du coup, je passais un peu au Cameroun, quoi. Ma soeur me disait, moi, j'avais dit, moi, même mon pied au Cameroun, parce que j'avais dit à mes 2 grandes sœurs ici. Ma petite sœur, on l'a fait venir après, vers 2016, comme ça. Et après, j'ai rencontré mon copain qui est devenu mon mari. Je me suis mariée en 2015. Moi, j'avais dit que le Cameroun, même, c'est fini. Mais même ma mère, même parfois, on la faisait venir. Il n'y avait plus vraiment de raison. Donc, j'avais plus vraiment des raisons de dire que, voilà, tout le monde est ici. Après, en 2018, donc, bon, je pars à Londres. Je travaille un peu à Londres. Et quand je reviens, bon, ça n'a pas duré très longtemps, 6 mois. Et quand je reviens, donc, je dis à mon mari, bon, on va au Cameroun parce que j'avais une fille, je savais bien quand je parlais de l'Afrique et tout, elle comprenait rien du tout.
Je dis que ce serait quand même intéressant que je les amène quand même au pays pour les montrer où j'ai grandi. Et c'est comme ça, la première fois, on va au Cameroun avec mon mari, ma fille, un de nos amis. Et on visite et tout. On a fait 3 villes, Douala, Kribi, Yaoundé. Quand je reviens, j'avais vu quelques amis et tout de mon ancien collège à Damas, Rosier Collège. Et quand je reviens, il y a un de mes amis que je n'avais pas vu, un de mes camarades avec qui je faisais 400, je ne l'avais pas vu. Et je redemande de cette nouvelle. Et il passe mon numéro. Il y a un de mes amis que j'avais vu qui passe mon numéro. Il me dit, Annie, c'est comment tu étais ici au pays, tu n'es pas venu me voir. Je dis, bon, vraiment, j'étais trop occupée. Et il me dit, mais tu vas comment? Bon, il me présente des projets. Il dit, mais toi, tu fais quoi maintenant? Il me dit, c'est que le pays est dur, compliqué. Et donc, après, il me donne des projets. Il y a plusieurs projets dans le transport, le machin. Et comme je sais qu'ils sont des propriétaires terriens, il dit que lance-toi dans l'agriculture. Et c'est comme ça qu'on commence avec un champ de maïs. Donc, ses parents qui sont pas dans les Yaoundé, en fait, nous prêtent 1 hectare. On commence à faire du maïs, en fait. Je commence à envoyer les sous. Je dis que Bassi me dit, il faut que tu m'envoies les sous pour lancer le projet. Et moi, je lui dis, bon, moi, je n'envoie pas les sous comme ça au pays. Il y a trop d'histoires où t'envoies les sous. Mais on a fait quand même un bon schéma à Sam. Il sait que tu me déballais souvent, mais si dehors, on m'a t'aider, je vais m'impliquer avec toi dans le projet. Et je sais que si je m'implique dans quelque chose, alors je vais vraiment traiter la chose comme si c'était moi-même qui lançais le projet. Et c'est comme ça qu'on commence avec un champ de maïs. Bon, ça fera un gros flop parce qu'on plante le maïs, après, on le récolte, mais on ne sait pas qui on va vendre. Ah, donc que vous avez planté le maïs. Ça a produit. Il y avait le maïs. Mais vous n'avez pas les clients à vendre. Non, on n'avait pas prévu. On n'avait même pas fait l'étude du maïs. Mais il dit que je peux commencer le maïs et tout. Ouais, ça donne et tout. Et après, quand enfin. Vous avez quelle quantité de maïs à peu près? Moi, on était peut-être sur 100 kilos. C'est 1 hectare. Oui, je ne sais même plus. On récoltait le maïs. Il dit, qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit, mais on va vendre ça à qui? Il dit que oui, on parle au marché, tout ça. En fin de recherche, je me suis rendu compte que pour vraiment percer dans le maïs, il faut avoir des hectares, il faut mécaniser, ça demande beaucoup d'argent. Et moi, je n'avais pas l'argent pour dire que vraiment, le maïs, ça demande trop d'argent. Donc là, on va arrêter là, vraiment, les sous que. Donc, faites le couscous avec. Tu as donné le maïs, tu as dit débrouillez-vous avec. Wow. Débrouillez-vous avec. Qu'est-ce que je voulais qu'il fasse avec ça? Wow. Et tu as retenu quoi comme leçon du coup de cet épisode-là? Ben, j'ai retenu qu'il faut vendre le produit. Ah, il faut vendre le produit. Est-ce que tu peux expliquer quand tu dis vendre le produit? Mais ça veut dire que quand tu te lances dans un domaine comme celui-là, déjà, il aurait fallu que je fasse une étude de marché, que je rencontre déjà qui est capable de prendre ce maïs, etc., etc. Donc, il y avait quelques. Et la même chose dans la pisciculture. Quand après, il m'a présenté donc, la pisciculture, j'ai fait pareil. Moi, je suis une tête fausse. Ah oui, quand tu as dit pisciculture, tu es rentré dans la pisciculture aussi. Et après, il m'a dit. Après, le projet de maïs, on le laisse même. Après, il y a quelques mois qui se passent et tu dis, bon, on va laisser comme ça. Peut-être qu'on trouvera d'autres idées. Et après, mon ami me dit, mais tu sais, dans mon village, il y a un de mes oncles qui fait la pisciculture, il fait le poisson. Et je vois souvent quand il récolte et tout le village vient se procurer chez lui. Je dis, oh, ouais, c'est intéressant, le poisson. Moi, j'aime bien le poisson, donc pourquoi je peux me lancer le poisson? Vraiment, si au pays là-bas que je peux manger un poisson frais, c'est intéressant. Et comme il sait qu'ils ont des étangs, des espaces marécageux. Oui. Donc, il me dit, voilà, on a plein de marécages ici, le papa a plein de marécages qu'on peut exploiter. Voilà quoi. Donc, j'ai dit, OK, intéressant, je fais les recherches et tout. Et c'est là que je commence à me rendre compte que la pisciculture, c'est quand même un domaine. Le Cameroun importe un maximum de poissons, etc. Je t'ai dit, bon, il faut stopper l'importation de poissons au Cameroun. Et il me dit que ça peut être intéressant. Et c'est comme ça que je commence, voilà, je prends une formation de pisciculture. Là, cette fois-ci, je dis, bon, il faut faire des choses bien. Il faut d'abord que je m'informe sur le sujet. Il fait une formation de pisciculture. À l'époque, il fait une formation de Philippe Simo qui fait une formation de la pisciculture. C'est la seule personne dans la communauté. Et je regarde la communauté qui fait une formation de pisciculture. Je ne trouve même pas de livres, tu vois. La raison pour laquelle j'ai écrit un livre. Tu as appris quoi donc dans la formation qui t'a servi? Mais moi, le but, c'était juste d'apprendre le vocabulaire. D'accord. Moi, je dit, bon, j'avais regardé un peu, je dis, bon, quand tu es dans un domaine, il faut moins que tu saches si on te parle à levain, que tu saches de quoi ça parle, si on te parle étang, quand on te parle. Donc, je voulais quand même avoir le vocabulaire du business, quoi. Donc, et après, accessoirement, si ça pouvait m'aiguiller un peu, mais je savais très bien que, bon, une formation, ça n'avait pas. Mais il fallait quand même que je demande par quelque chose. Donc, je prends cette formation, je l'écoute, je le passe à mon collègue. Parce que je dis, bon, voici les identifiants pour te connecter à cette plateforme, une formation que j'ai prise. Avant de nous lancer dedans, il faut d'abord qu'on étudie. Et donc, première chose, écoute la formation, trouve-nous un technicien dans le village et tout, qui est capable de creuser des temps, qui a déjà fait. Mais comme les Camerounais savent toujours tout faire. Ah, ça. Regarde, tu vois, technicien qui dit que oui, c'est même moi qui fais les étangs de tel ministre là-bas.
Donc, le gars vient travailler au départ et tout. Il creuse les étangs. Mon collègue, le gars, mon pays, il se rend compte que non, le travail est mal fait, tout ça. Et lui-même, pas décision de le virer parce qu'il dit que non, franchement, le travail n'est pas bon. Et de fil en aiguille, il y a une école, c'est une école d'agriculture et de pisciculture, pas loin de notre premier site piscicole. Je lui dis que bon, j'ai vu qu'il y a une école pas loin de toi là. Bon, va dans l'école là. S'il faut la pisciculture, il y a forcément un monsieur là-bas qui est ingénieur. Donc, on pourrait lui demander de nous donner des conseils pour, voilà, parce que là, on a bien vu que le gars faisait étant n'importe comment. Et c'est comme ça qu'il va là-bas et tout, voilà. Il voit ce monsieur ingénieur, des ingénieurs comme formés au pays. Et il dit, OK, je peux vous accompagner. Je discute avec lui et tout, il peut vous accompagner. Bon, on le prend aussi en mi-temps comme ça. Donc, il nous aide à creuser les étangs, à mettre les alevins. Bon, on a perdu, je te dis pas, tous les alevins qu'on a mis dans les étangs. À chaque fois, on m'appelle, il me dit que, oh, il y a une inondation, les alevins sont partis. Et ils ont fait comme ça. Vraiment, je me rends compte que c'est vraiment pas encore vraiment ce que je veux, quoi. Et il y a même, on me dit que mais les alevins, c'est bizarre, parce que je pensais même qu'il y avait du vol. Mais à l'époque, je me suis dit, mais les gars, soit ils sont encore du vol. Et même se rendre compte que, mais on aime les poissons, mais quand on pêche, il n'y a rien du tout. C'était une preuve de cannibalisme à l'époque, je ne savais pas. Oui, parce qu'on élève les silures. Les silures, le poisson chasse un poisson cannibale. Donc, quand il trouve à manger lui-même, il m'a fait, c'est ça. Il m'a fait. Et à l'époque, moi, les aliments, je ne savais même pas quels aliments on achetait. On me dit d'acheter un aliment. Mais dans la formation, il n'y avait pas ça? Rien du tout. Mais alors quoi de la formation que tu as suivie? Moi, je pose encore la question. Moi, je dis, j'ai fait les politiques avec le recul, mais quels sont les mêmes vidéos que moi, le produit, même sur YouTube gratuitement. J'ai dit que quelqu'un qui suit seulement mes vidéos peut se lancer. Mais moi, si à l'époque, j'avais le contenu que j'avais aujourd'hui, j'ai dit que ça m'aurait évité de faire énormément d'erreurs. Parce qu'à l'époque, on achetait des alevins. Même mon collègue, même, après, j'ai appris que lui-même, quand il payait les alevins, il me disait 150, lui, maintenant, ça part dedans. Il payait le faire comme ça. Et il dit que le gars qui s'assied, me dit, mais c'est après que je me suis rendu compte que... Et c'est quoi la plus grosse erreur que tu as commise en dehors du fait qu'il fallait vendre avant de produire? Là, la pisciculture, la plus grosse erreur, c'est... Vous m'avez dit, bon, je fais mettre confiance, je faisais trop confiance. OK. Trop confiance aux gens, parce qu'après, quand on bascule donc à un deuxième niveau, il me dit, voilà, il y a justement son oncle qui est un grand monsieur au pays, il a les étangs de piscicole, et il y a un technicien, voilà, qui justement manage les étangs, et vraiment, il voit que ça marche plutôt bien. Et cette période-là, je suis au pays, il me dit, il faut que tu ailles absolument visiter les étangs de mon oncle, là, son oncle, c'est un grand type du pays, tu entres, là, il y a les caméras, donc on demande la possibilité que j'aille visiter. Et effectivement, c'était un truc extrêmement intéressant. Les poissons dansaient partout. J'étais, waouh, j'ai dit, il me faut absolument cette expertise et tout. Donc voilà, et à ce moment-là, je commence donc à amener des partenaires, puisque moi, je parle du projet dans les cours. Le projet n'est pas encore lancé? Si, le projet est lancé. Tout au départ, on était d'abord un établissement. Parce qu'au départ, je suis dans les groupes de formation, notamment en pisciculture. Et je parlais de mon projet, moi, je dis, bon, je suis un projet que j'ai là, il faut que je communique au maximum dessus. Si tu peux, mais pourquoi la pisciculture et pas peut-être l'élevage de poulets? Moi, je sais que bon, je sais pas, parce que moi j'aime bien le poisson. Et après, c'est le projet comment vous passez. Après le poulet, beaucoup y a le poulet. Il n'était pas trop branché par le poulet, en fait. Donc, le fait au poulet, voilà, c'est 45 jours, etc. Et après, il faut construire des poulaillers, tout ça. Et moi, je voyais que, en fait, c'est aussi une question de moyens. Je voyais qu'en étant, il ne payait pas beaucoup d'argent, tu vois. Il me disait, bon, on est en état, on est dans le marécage et tout. On creuse des étangs et tout là. Encore faut-il avoir la technicité, ça fait, je me suis rendu compte. Il faut creuser, il ne faut pas seulement creuser des étangs. Il faut creuser des étangs avec la technicité requise. Sinon, ça fait. J'ai repris mes étangs au pays 3-4 fois au creuse des étangs parce que le premier technicien a mal fait. On me dit qu'il a mal fait. Il faut recommencer. C'est quoi un étang bien creusé doit ressembler à quoi? En fait, un étang bien creusé, dans le livre, j'explique même, il y a certaines dimensions, ça dépend si vous voulez, ça dépend de la capacité que vous voulez produire. Par exemple, 400, il y a des étangs de 400 mètres carrés. Et ça doit être comment? Quand on dit peut-être? Donc, il faut une profondeur, il faut une profondeur minimale parce que le poisson, voilà, parfois, il y a une meilleure profondeur de moins 1 mètre. Et ça doit être en pente. Ça veut dire que parce que le poisson, c'est des endroits où voilà, il doit être plus profond. Tu vois, c'est un peu comme parfois dans la mer, il y a des endroits qui sont plus profonds. Oui. Voilà, donc en fait, il doit être en pente et il doit pouvoir bien se vidanger tout seul.
Attends, si je comprends bien, lorsqu'un bon étang doit avoir une inclinaison. Oui, il y a une inclinaison. En fait. Une inclinaison. Il faut qu'il y ait une inclinaison. Les digues doivent être assez grandes quand même. Il faut les digues d'au moins 1 mètre. Mais pourtant, je vois souvent des gens qui font de la pisciculture dans des bacs. Oui, dans les bacs hors sol, il y a 2 types de pisciculture, en étang ou dans les bacs hors sol. Oui. Dans les bacs hors sol, c'est... Voilà. Mais là, tu n'as pas besoin d'étang. Mais sinon, pourquoi est-ce que dans l'étang, il faut une inclinaison et pourtant, les bacs, il n'y a pas d'inclinaison? Je ne vois pas la valeur. Parce que pour eux, c'est la gravité, en fait. Oui. La gravité, c'est bien comme dans un livre, quand tu choisis un site piscicole, il faut tenir compte de la gravité parce que tu as les étangs qui se vident, il y a des étangs de dérivation, il y a plusieurs types d'étangs en fait. Mais tu as besoin parfois de la gravité, parfois, voilà, parce que pour que l'eau puisse facilement se vidanger. Après, dans les étangs, il y a aussi un système de tuyauterie. Ça veut dire que l'eau doit rentrer et l'eau doit pouvoir sortir. Quand on ouvre les vannes, tu dois pouvoir vidanger ton étang à sec. Pour voir que... Ça veut dire que, par exemple, si tu dois sortir ta production, quand tu vides ton eau, tu dois voir tous tes poissons une fois. D'accord. Donc, voilà. Et généralement, quand tu es sur certains sites, tu as la boue, tout ça. Donc, mais quand tu vidanges l'eau, parce que nous, sur les étangs, on doit pouvoir vidanger l'eau à sec et parfois même pour appliquer une prophylaxie ou autre chose. Et tu dois pouvoir charger l'eau. Et donc, en étant... L'eau doit circuler, c'est un circuit ouvert. Donc, ça veut dire que tu peux faire entrer l'eau et faire sortir l'eau, ou tu peux boucher l'eau, lisser l'eau. Donc, voilà, il y a une technicité quand même. Et pour ceux qui font la pisciculture hors sol, du coup, il n'y a pas cette notion de gravité là? Non, parce que dans la pisciculture hors sol, généralement, c'est dans les bacs en bleu que tu vois, mais il y a des vannes. Tu vois. Donc, il y a toujours un système de tuyauterie. Soit l'eau rentre par derrière, tu vois, des vannes que tu peux ouvrir, l'eau sort complètement. Et après, tu peux faire entrer l'eau, en fait. Mais il y a toujours un système de tuyauterie. Donc, tu n'es pas... Parce que dans la nature, il faut savoir que le poisson aussi creuse. Le poisson... Ah oui? Oui, il creuse on est dans la terre, la boue. Donc, ça veut dire que les étangs, à chaque fois que tu les vides, en fait, tu dois les curer. C'est-à-dire que tu enlèves la boue, tout ça, tu dois même désinfecter. Il y a de la chaux vive, il y a des proportions que tu dois mettre. Et tu laisses, en fait, à peu près pendant 2 semaines. Et que le soleil tape dessus pour justement décomposer tout ceci et pouvoir désinfecter. Bon. Et pendant ces 2 semaines, les poissons sont où? Là, c'est quand on fait un vide, c'est comme un vide sanitaire. Là, c'est quand tu vends, quand tu sors tous les poissons que tu vends, tu fais une sorte de vide sanitaire. Voilà, tu désinfectes complètement l'étang, tu le nettoies. Et tu le prépares au prochain empoisonnement. Ok, tu m'as dit qu'un bon étang, il faut qu'il y ait la pente. Il faut quoi d'autre alors pour qu'un étang soit bien? Donc, en fait, il doit être un peu, tu vois, un escalier. Donc, quand on creuse l'étang, tu vois, ça doit être une pente douce qui descend. Ça, c'est pour qu'on puisse vidanger uniquement. C'est sa seule vertu. Non, pour que les poissons puissent à la fois trouver, parce que les poissons, bon, d'après ce que le technicien expliquait, il y a plusieurs zones. Voilà, les poissons, il y a les zones de nage. Oh, je ne suis pas expert à la pisciculture. Il y a des zones de nage, des zones, etc. Donc, parfois, le poisson veut, parfois, quand il fait trop chaud, tu vois. Après, c'est comme la nature, quand il fait trop chaud, tu as des personnes qui veulent plonger, rester, par exemple, au frais, ou alors quand il va faire trop froid, rester un peu plus en dehors. En fait, les poissons, il faut que tu les recraignes mieux, naturel comme dans la nature, en fait. Comme la nature où, quand tu vois une rivière, il y a des pentes aussi, il y a des choses comme ça. C'est un peu ce système-là qu'on essaie de recréer dans les états naturels. Mais du coup, celui qui te creuse l'étang, il ne savait pas qu'il fallait faire ça? Les gars au pays savent tout, non? Je te dis que je suis ingénieur, j'étais formé, machin. Ouais, par contre, ils n'ont pas pratiqué et tout. Donc, parfois, ils creusent seulement comme ça, là. Et j'ai plusieurs fois, on a creusé des étangs. J'ai envoyé d'autres personnes qui disent que non, mais l'étang, il n'a pas été bien creusé. Parce que, voilà, les sorties ne sont pas bonnes. On aurait plutôt dû faire sortir comme ça, suite par rapport à la pollution du site, par rapport à ce qu'il y a aussi des systèmes de canalisation et de vidange d'eau. Parce que, voilà, tu as des rigoles et tout, parce que tu vidanges l'eau, il faut que l'eau... Tu vidanges peut-être par l'extérieur et tu fais rentrer le palais. Bon, en amont, bon, bref, c'est des systèmes que parfois tu es mieux refaire le travail que tu as déjà payé une personne pour faire parce que. Et tu te rends bien compte parce qu'il faut bien savoir que là, on élève des animaux vivants. Et si par exemple, les poissons, il n'y a pas une bonne oxygénation de l'eau parce que tout est dans l'eau. S'il n'y a pas une bonne oxygénation de l'eau, tu as des poissons qui meurent parfois. Ils disent qu'un poisson est mort. Pourquoi le poisson est mort?
Je dis que fouiller, pourquoi vous passez mon Oui, non, je comprends. Après, on dit que non, le tuyau était bouché. Oui. Et justement, moi, je dis, regardez toujours les tuyaux de sortie parce que si le tuyau est bouché, ça veut dire que l'eau ne peut pas rentrer, ne peut pas sortir. Oui, ça n'est pas. Et l'eau ne s'oxygène pas. Et donc là, il y a un problème. Ah, ok, d'accord. Et donc le poisson s'étouffe. Et il y a des autres sont bons qui peuvent comme ça parce que les gars sont étouffés. Ah oui. Et tu as eu à perdre des poissons comme ça parce que c'est étouffé. Combien à peu près? On a eu des productions où, donc en fait, quand ça signale, parce que ça signale, il y a des signes en fait, quand tu vois les poissons, parce que la pisciculture, c'est aussi comme je disais, c'est empirique. Oui, bien sûr. Par expérience, tu vois. C'est empirique. Parfois, quand tu sais ou quand les techniciens sont là, ils peuvent voir comment un poisson nage, tu vois. S'il nage pas bien ou s'il nage bizarrement. Ah ouais, donc ils arrivent à voir si le poisson nage bien ou pas. Oui, ils peuvent les voir parce que quand tu vois les poissons, quand tu les manges quotidiennement, voilà, ils ont une façon de manger, ils se regroupent à un endroit. Et parfois, tu vas voir certains ne mangent pas bien ou sont fatigués, peut-être des signes de fatigue. C'est des choses visuelles en fait que tu peux voir. Et quand tu commences à voir ça, en fait, ça signale quelque chose. C'est comme toi quand tu es malade, tu vas commencer à signaler quelque chose. On est dans les êtres vivants, donc. C'est pour ça qu'à chaque fois, je demande toujours les paramètres. Qu'est-ce qui se passe? Noter tout dans un cahier de suivi. On doit avoir la température, le pH. Là, je suis en train de voir pour acheter des sondes. Parce que en fait, dans les piscicultures modernes, ce sont des choses que tu mets une sonde dans les étangs, tu as les capteurs, tu peux, si ça bip ici, là, tu sais que ça bip ici. Ah oui, c'est assez niveau vachement technique. C'est technique. Mais du coup, c'est quoi la différence entre... Bon, c'est quoi le plus intéressant? Le système pisciculture dans les bacs ou pisciculture dans les marais? Pas dans les marais. Dans les étangs. Dans les étangs, c'est quoi le plus intéressant du coup? C'est la question qu'on me pose souvent. Il faut faire la pisciculture hors sol ou en étang. Toujours... Ça dépend de vos moyens, de vos objectifs. Après, ceux qui font la pisciculture hors sol, nous maintenant, on est dans un système hybride parce que par rapport au site sur lequel on est, on a eu des soucis avec le sol et tout, qui est trop chargé en fer. Donc, ça dépend, on va dire, par rapport à vos objectifs déjà financiers. Parce qu'au départ, quand tu commences, est-ce que tu as un terrain? Est-ce que tu as... Si tu n'as pas de terrain et peut-être que tu as un hangar, tu peux commencer la pisciculture. Tu peux déjà acheter tes bacs hors sol. Mais il faut savoir que bon, d'après ce que j'ai expliqué, les personnes qui sont dans les bacs au sol sont subies à du stress permanent par rapport à ceux qui sont dans les étangs. Parce que dans le stress permanent, ça veut dire qu'on change l'eau. Parce que dans les hors sol, on change l'eau une fois par jour. Nous, on change l'eau dans nos bacs au sol là, une fois par jour. Parfois même 2 fois par jour, ça dépend des pays. Ah oui. Donc, ça veut dire que c'est comme on change l'eau une fois par jour. Donc, ils sont manipulés. Et donc, ils sont parfois contraints à des stress permanents. Et voilà. Et parfois, nous, je pose un commercial, il m'a dit que les femmes certaines grossistes ne veulent pas les poissons en étang parce qu'ils disent que ça meurt rapidement. Donc, mais en fait, c'est parce qu'il faut les acclimater. Parce que quand on passe dans l'étang, il est dans son milieu naturel, plus naturel, donc il nage, machin, un truc. Et quand tu le sors brutalement et que tu le mets dans le bac, et après, quand tu l'amènes à la vente, parfois, il va mourir rapidement parce que il faut qu'il s'acclimate. Donc, c'est pour ça que nous, maintenant, ce qu'on fait, sur nos sites, comme on est un peu un système hybride, donc on a les bacs hors sol, on a les étangs, on commence à grossir dans les bacs hors sol parce que quand on reçoit les bébés poissons, ils sont très, très fragiles. Fragiles, oui, en effet. En tout cas, nous, sur le site, là, dernièrement, l'année dernière, on avait mis 7 000 poissons. On a perdu presque 4 000, 5 000. Tous les jours, on sait que les poissons sont morts. Mais quand tu par exemple, tu achètes, tu achètes 100 à levain, tu sais que tu peux avoir... Il y a combien qui vont résister jusqu'à la fin? Que tu vas pouvoir commercialiser à peu près quel pourcentage? Mais généralement, on a ce qu'on appelle un taux de mortalité. Donc, généralement, on le met à 10%. D'accord. Donc, quand tu achètes 100 à levain, le vendeur doit au moins te donner 5% au-dessus. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il doit te mettre 110 poissons. Il doit tenir compte aussi du taux de mortalité. Donc, toute la technicité, même l'avantage, on va dire la compétence d'un ingénieur, c'est qu'il y ait moins de morts possible. Il ne doit pas dépasser les 10%. S'il commence à dépasser 10% d'une production, c'est qu'il y a un problème. Et ça, tu dois le savoir bien avant, en fait. Donc, ce qui fait que quand on reçoit, par exemple, 7 000 à levain, on sait qu'on aura peut-être 5 à 10% qui vont mourir et après le reste, on fait. On compare ça sur les pertes. Sur les 10% de pertes. On ne doit pas dépasser au-delà. Si on a les prix de là, c'est qu'il y a un problème. Donc au début de l'année, en 2024, on avait pris des poissons, des alevins. On les a mis directement dans les étangs. Et il se trouve donc. C'est le civil, c'est un poisson qui n'a pas d'écailles. Oui, c'est niche. Et nous, sur notre site, là, on a une forte teneur en fer.
Donc voilà, le sol est chargé en fait. Donc, même quand tu vois une fine couche comme ça d'huile, c'est du fer en fait, c'est du fer qui est dans le sol. Et moi, je ne savais pas au début, on a mis ça dedans, puisque mais les poissons meurent et tout. On a les antibiotiques, les machins. On me dit, bon, après, ce sont des problématiques qu'on donne parce qu'on a aussi un vétérinaire qui nous suit. Et après, on s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Donc, je suis allée au pays, j'ai consulté, j'ai fait des idées. On m'a dit que. Parce que quand tu prends les poissons, ils ont été faits dans une écloserie. Donc, ils sont encore. En fait, le mieux n'est pas adapté. C'est comme l'aider. Ah, ok, c'est comme au laboratoire, quoi. Voilà, comme au laboratoire. Tu peux l'aider et tu le mets directement dans la. Voilà. Et quand tu mélanges les alevins comme ça dans les temps, ça couple aussi? Non, parce que les cilieux, c'est un poisson qui, en fait, par reproduction, donc lui, normalement, il ne s'accouple pas. C'est un poisson qui ne se reproduit pas. Ah oui? En tout cas, parce que ceux-là, ils sont reproduits, en fait, ils sont inséminés en laboratoire. Donc, quand tu vois, comment on appelle ça, unisexe ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, pour les cilieux, là, qui sont, qu'on fait l'insémination artificielle, puisque c'est dans une écloserie, on prend un mâle, une femelle, et voilà. C'est ça qu'on va voir dans l'alevin. Mais est-ce que ça n'altère pas le goût de la silure? Non, ça n'altère pas le goût. Pourquoi? Le goût en termes de l'étang et de... Le goût, parce que par exemple, imagine qu'un poisson artificiel. Non, mais un poisson, en fait, c'est par exemple, on fait juste une insémination artificielle. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'insémination, voilà, c'est une femelle. Voilà, on va l'inséminer et après, il y aura des œufs. Un peu comme on peut remplir deux animaux. Et après, ils font des bébés. Et les œufs qu'on va incuber, qu'on les suit au fur et à mesure. Et donc, c'est one shot, quoi. Ils ne s'accouplent pas. Donc, nous, il y a les géniteurs mâles et les géniteurs femelles que tu gardes uniquement pour que ces géniteurs-là ont été sélectionnés, une souche bien précise. Ouais, ok. Ont été sélectionnés, donc, à la différence des tilapias, on a acheté les tilapias l'année dernière et tout. Là où il y avait par contre multisexe, je ne savais pas. Le technicien même m'a dit que, parce que pour les tilapias, en fait, les femelles gardent les œufs dans la bouche. Ok. Et donc, du coup, elles ne grossissent pas. Mais du coup, pourquoi avoir choisi plutôt de faire de la silure? C'est le seul poisson qu'on peut élever? Non, on peut élever. Au Cameroun, il y a au moins 5 espèces de poissons qu'on peut élever. La carpe, le tilapia, le panga, Mais pourquoi on entend parler uniquement de la silure? Pourquoi? C'est parce que c'est plus rentable? Nous, parce que la silure, nous, on est à Yaoundé. Donc, à Yaoundé, au centre du Cameroun, c'est réputé pour consommer la silure en fait. Ah, ok. Et c'est parce que bon, c'est un poisson aussi qui, donc naturellement, vu qu'il était présent dans nos eaux depuis, moi quand j'étais petit, on allait pêcher les silures. Et donc c'est un poisson qui est consommé dans le centre du Cameroun. Et tous les gens qui font de la silure, que ce soit dans le nord, machin, Douala, ils vont tous vendre à Yaoundé en fait. Ils vont tous dans le centre. Donc c'est vraiment un bassin, un marché dans le centre en fait. Mais il y a aussi les tilapia parce que je connais un gars qui élève le tilapia sur le Mungo. Il vend, parce qu'il y a certaines personnes qui ne mangent pas les silures et qui préfèrent plutôt les tilapias. Donc, après, il faut savoir que les silures, ça dure 4 mois d'élevage. C'est pour ça que c'est un peu plus rentable. Ça veut dire que en 4 mois, si ça marche bien, tu as ton cash flow, tu relances. Les tilapias, c'est sur 6 mois. Ah oui, c'est vrai que c'est ça aussi important. Et aujourd'hui, avec à chaque fois, le nom de la boîte m'échappe. Africa Food Industry. Vous avez une capacité de production de combien de poissons à peu près? Nous, effectivement, si on regarde, parce qu'on a à peu près 10 étangs actuellement. 10 étangs qu'on a creusé. Chaque étang a au moins une capacité. Tout au Cameroun? Oui. Donc, chaque étang a au moins une capacité de à peu près 10 000 alevins. Bon, ça, c'est des alevins. Oui, donc poissons quand même mangeables. Oui, mais ça commence par les poissons. Donc, si chaque étang, après, c'est mathématique et du calcul. Donc, si tu peux mettre 10 000 alevins dans chaque étang, quand tu les grossis au bout de 4 mois et que tu calcules un poids moyen entre 400 et 450 grammes, ou disons 500 grammes, 500 grammes, tu fais 500 grammes multiplié par 10 000. Donc, calculer. Après, donc, au moins, on peut produire au moins, disons, c'est pas peut-être 5 tonnes. Ah oui. Ça, c'est le minimum. 5 tonnes par étang. Ah, par étang, 5 tonnes. Donc, si tu dis qu'on a au moins 10 étangs en fonction, et que tu multiplies ça par 10, voilà, on peut mettre au moins à 50 tonnes. Mais il faut savoir que tu peux mettre les alevins, mais quand il faut que tu les nourrir. Donc, là, c'est 10 étangs. Et maintenant, on a construit des bacs hors sol, juste en haut, comme tu dis, pour pallier au problème du fer. Et donc là, on a 8 bacs hors sol. Chaque bac hors sol peut prendre 4 000 en moyenne. Donc, on peut sortir 1 tonne de par étang, par bac. Donc, si on calcule tout ça, et moi, j'ai calculé dernièrement, parce que quand on me pose la question,
Sur ce site-là, si on est vraiment en pleine production, on peut aller jusqu'à plus de 100 tonnes à l'année. Mais et comment tu fais pour choisir le bon sol pour creuser ton étang? Tu te bases sur quoi? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Le bon sol, tu veux forcément, tu ne peux pas savoir, parfois, voilà, il faut que tu peux faire les études de sol, les études d'eau et tout. Après, c'est vraiment bon. Quand tu vas, nous, de façon empirique, quand on va, parce qu'on avait 2 sites piscicoles. Le premier sur lequel j'ai commencé avec mon collègue de l'époque, là-bas, on a pu lever des cellules là-bas. En 2020, quand on avait fait la photo. Donc, vous allez au tâton comme ça pour voir? Non, parce que les sites piscicoles, quand tu les prends, les étangs plutôt, nous, j'ai trouvé des sites attenants avec un marécage. Ouais. Donc, quand tu prends un marécage et tout, ben, tu vas creuser les étangs et tout, tu peux faire des études de sol. Ouais. Voir, première chose, déjà, on va regarder s'il y a l'eau en quantité. Donc, du coup, raison pour laquelle on va dans les marécages. Voilà, regarde, mais il faut qu'il y ait une rivière quand même, qui ait un flux d'eau assez important, que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie, qui est toujours l'eau, puisque l'eau, c'est la première. Oui, bien sûr. Le poisson vital. Là, c'est faux. Quand il avait dit qu'ils veulent faire la musique en étang, il dit regardez d'abord si vous avez une source d'eau conséquente et que même en saison sèche, vous avez toujours de l'eau. Si ce n'est pas le cas, c'est même pas la peine de te lancer. C'est vaut mieux aller faire les bacs au sol, tu fais un forage ou un puits. Et dans le puits, même si tu es en zone urbaine, il ne faut jamais mettre l'eau du robinet. Tu vois. Pourquoi tu jamais l'eau du robinet? Parce que l'eau du robinet, elle est produite. Ah oui, l'eau du robinet, c'est déjà eu un achat. Et moi, une fois, il y a des personnes qui sont mortes sur le site parce qu'on avait des équipes, justement, on avait fait un puits et c'était pour justement nos équipes, pour le vider, voilà. Et les gars buvaient l'eau là-dedans. À l'époque, ils ont mis le javel. C'est que nous, on avait. Il y avait pour c'était l'eau. Et donc, j'ai mis ça. Et à un moment donné, quand j'avais viré tous les gars et tout, une autre équipe, j'ai viré tous les gars, une autre équipe avait. Et comme nous, quand on a des commandes, on pêche la veille en grande quantité, on met dans les cubitaines et après on met l'eau. Et le technicien, il m'a mis l'eau du puits dedans. Donc, il a pêché. Après, il dit que les poissons sont morts. Il dit que, mais. Il m'appelle, il dit que, mais qu'est-ce qui s'est encore passé à les poissons là? Les poissons étaient bien vivants, bien quand tu as pêché. Parce que ça signale 2 jours après. Parce que c'est le temps qu'il nage dans l'eau 2 jours après. Madame, les poissons ont fait comme ça. Il dit que, mais je m'assois et réfléchis. Il dit, qu'est-ce qui a changé dans ton truc là? Et même si au pays là, ils sont sur place, ils ne réfléchissent pas. Il a pu me dire qu'est-ce qui a changé, ce n'est que l'eau. Quelle est l'eau que tu as mis dans les poissons? C'est vraiment de comprendre. Mais il faut comprendre, c'est scientifique. Il me dit que j'ai mis l'eau du puits et il me disait au gars, non, c'est parce que vous ne changez, parce que quand ils sont dans les bacs, il faut changer l'eau tout le temps. Il disait au gars, c'est parce que vous ne changez pas l'eau. Il dit, mais quand on change l'eau tout le temps, les gars changent l'eau là-bas. Comme on est fou. Après, il dit que j'ai mis l'eau du puits. Et je dis, mais est-ce que tu as testé, parce qu'il y a des pH mètres, si tu as testé l'eau du puits, parce que tu peux tester avec le pH de l'eau dans les étangs, le pH du puits, tu peux te rendre compte que si le pH est plus acide, machin, ça tu peux le savoir. Ah oui. Mais c'est scientifique, avec le pH. Quel est le pH? Moi, je demande, moi ici à voir, quel est le pH dans les étangs et quel est le pH dans l'eau? Moi, j'ai fait la chimie. J'ai la chimie, quel est le pH? Mais tu te dis, mais c'est quand même bizarre. Si tu as un pH qui est différent, ça veut dire qu'il faut que. Pourquoi tu n'as pas mis l'eau des étangs? Et là, quand on peut maintenant, il dit que vous mettez l'eau puisque c'est l'eau dans laquelle ils ont toujours vécu. Donc, tu ne changes. Quand tu as un aquarium chez toi, est-ce que tu changes l'eau comme ça là? Non, il faut. Quand tu changes l'eau, tu laisses un peu. Oui, il y a une température là, toujours. Il faut laisser. Et il y a la température aussi. Et c'est quoi le retour sur investissement dans ce qu'on fait dans les piscicultures? C'est quoi les bénéfices, les marges qu'on tire? Les marges, si ça marche bien, nous on a calculé dernièrement, après comme il dit, c'est toujours sur le papier, parce que quand on fait un business plan, c'est très beau, mais quand tu as les personnes qui meurent et tout, tes business plans tombent dans l'eau. Donc les marges, nous on a calculé dernièrement, tu peux être sur une marge de 30%, 35%, même 40%. Mais le nerf de la guerre de la pisciculture, discutant encore avec notre vétérinaire, sont les aliments. Tu peux mettre même 10 000 poissons dans l'eau, mais si tu ne peux pas les nourrir, c'est mort. Ah oui. Parce que nous, quand on est poissons dans l'eau, on me dit qu'il faut déjà que je prépare l'argent pour acheter les aliments. Et l'aliment, c'est à peu près 60 à 70% du coût de revient. Oui. Et les aliments qu'on achète, donc tu vois, un poisson à 2500. Oui. Notre coût de revient est peut-être de, disons,
1500, 1700 quand on essaie de réduire. Mais dans ces 1500 là, on peut être 1000 francs qui est les aliments. Tu vois que tous les pisciculteurs du Cameroun, c'est l'aliment. Là, actuellement, là, on a une pénurie d'aliments. Ils sont en train de chercher la dose. Donc, si vous m'écoutez, si vous... il y a un banquet d'apprendre qui m'écoute là, pardon, contactez. Mais tu n'investis pas dans ce business-là. Ouais, tu ne fais pas des aliments pour les poissons. Investir dans les aliments, c'est bien parce que nous, on prend les aliments importés. Des aliments, par exemple, des aliments français, des aliments danois, ils ont une connaissance d'à peu près 40-50 ans. C'est des entreprises qui sont avancées, qui ont fait le R&D, tout ça. Et tous les aliments qu'on fabrique en France, j'ai contacté l'entreprise, c'est que destiné pour le marché africain. Donc, oui, non, mais oui. Wow. Les aliments 4 fiches, en tout cas. Oui. Plus marché africain. Les Nigérians ont des usines sur place qui arrivent à fabriquer l'aliment. Parce qu'il y a même un aliment nigérien qu'on fait, on étudie au Cameroun. Mais pour le Cameroun, comme les choses sont toujours, on dit qu'on va investir dans un domaine. Première chose, déjà, il faut que l'État lui-même s'associe. Moi, je suis en train de réfléchir. Il faut je vois comment on peut voir avec l'État pour implanter une usine de production d'aliments au Cameroun. Là, la aussi, apparemment. Oui, c'est comme le poulet, non? Oui, la prévention aussi, on disait que c'était compliqué. Et les aliments, les ingrédients des aliments, c'est quoi? Bon, tu as le blé, mais aujourd'hui, il y a le maïs, il y a le soja, on a en fait tout ce qu'il faut comme protéines. En fait, c'est sûr, les protéines, aujourd'hui, on utilise parfois la farine de poisson, l'huile de poisson. Mais moi, je trouve ça aberrant parce que tu essaies de sauver les poissons en faisant la pisciculture. Et tu vas encore... Parce que la farine, l'huile de poisson, ça vient de quoi? Des poissons. Oui. Mais alors qu'aujourd'hui, on a découvert que les mouches soldats noirs, tu vois, qui peuvent remplacer les protéines, parce que tout l'aliment de poisson, c'est des protéines. La quantité de protéines, quand il y a un aliment performant, c'est le taux de protéines qu'il y a dans cet aliment qui fait en sorte que ton poisson... Et le poisson, c'est un poisson qui demande énormément de protéines par rapport au tilapia qui... Oui, tu peux nous donner même les feuilles de manioc qu'ils mangent. Oui. Les de manioc. Oui, tout à fait, c'est bon. C'est un herbivore. Il faut comprendre. Avec. Lui, c'est un herbivore et l'autre, c'est un carnivore. D'accord, ok. Et au-delà de tout ça, quand même, parce qu'il y a un truc qui... Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rentable? Aujourd'hui, si on regarde factuellement, nous ne sommes pas rentables parce que nous sommes dans le long terme. Nous sommes dans un investissement sur le long terme. Parce que moi, j'ai commencé en 2022, on a fait la levée de fonds. Et moi, j'ai dit à nos actionnaires, on est aujourd'hui 71 actionnaires dans le projet. Depuis à peu près 2022, on a levé près de 200 000 euros, en fait, juste de la diaspora. Et moi, je dis que c'est sur le long terme parce que, première chose qu'on a fait, on a acheté des terrains, des sites qu'on est en train de viabiliser et qu'on est en train d'investir. Donc, c'est un investissement colossal qui va en sorte que c'est sur le long terme. On est dans l'industrie. C'est pour ça qu'on a appelé l'entreprise Africa Food Industries. Ah oui. Et qui fait que, moi, le but, c'est quoi? C'est de produire et après de transformer. Parce que si tu veux transformer derrière, et qu'il te faut, par exemple, je ne sais pas moi, 20 tonnes, 50 tonnes de boissons, tu vas acheter ça chez où? Tu vas acheter chez quelqu'un qui est capable de produire 50 tonnes de boissons au Cameroun. Donc, moi, déjà, je dois être capable de produire même 50 tonnes, 100 tonnes. Il faut dire que bon, demain après-demain, si j'ai fait l'industrie, moi, il y a la capacité de pouvoir faire tourner sur le transport l'usine. Et si vraiment je ne peux pas maintenant, je vais voir d'autres producteurs. C'est pour ça que moi, je me bats pour qu'on soit nombreux. Parce que si on est nombreux dans le secteur, l'aliment qui est de l'aliment, 70%, on peut contraindre, par exemple, une entreprise à dire, bon, on produit par exemple 1000 tonnes par an. Comment on fait? On dépense X francs CFA pour l'aliment. On peut lui dire à ce moment-là qu'on est 1000 pisciculteurs, on a besoin, c'est comme ça qu'on contraint l'entreprise, on a besoin de transfert de technologie pour venir implanter l'usine au Cameroun. Moi, ça fait c'est ça parce que l'aliment, c'est né de la guerre. Je disais encore, il me disait que, j'ai un gars, il me dit, je dis, mais l'aliment est arrivé, parce qu'on importe ça du Danemark, tout ça. Ça fait un mois que je dis que le conteneur est bloqué au port. Comme d'habitude. Et il me dit que moi, je ne comprends pas. Il dit, l'aliment, c'est là, donc. En tout cas, demain, quand il sera au forum, il n'y a pas de femme, donc il discute avec les décideurs là-bas. Ouais, c'est pas ça. Donc, tu vois, c'est pas ça. Donc, il y a les contraintes. Si on arrive seulement, si l'État du Cameroun qui promeut l'import substitution arrive seulement, on va dire, ils ont le mini-pia, tout ça, les grands chercheurs, arrive seulement à subventionner parce qu'ils sont capables, il y a les fonds, les experts, à subventionner des mini-unités de production parce que la formule d'aliments, on l'a. Mais il te faut encore les appareils, il te faut encore les gens capables. Parce que moi, si je lance même une usine de transformation d'aliments au pays, qui est l'ingénieur, le technicien qui va maintenir mes appareils? J'ai un ami comme ça, là, qui est du côté de la Belgique, qui a lancé son unité d'aliments. Je produis des aliments chez lui l'année dernière. Ça fait un an qu'il ne produit pas. Waouh!
Wow. Parce que il y a une machine, il y a une pièce qui est gâtée. Il n'a pas réussi à trouver la personne capable de maintenir ses appareils. Donc là, il a trouvé. Mais... Donc tu vois que... mais bien de ça, je pense que la diaspora sera surtout intéressée. Toi, tu viens en France et tu pilotes des business de pisciculture en Afrique. Comment tu fais? Ah, c'est pas évident, mais c'est beaucoup de communication et je ne travaille pas seul. Voilà, c'est ça que je ne travaille pas seul. Moi, j'ai une équipe en fait, on ne voit pas comme ça, mais on a une équipe, au moins, voilà, on a les femmes à la tête de cette entreprise, on a au moins 3 femmes, donc on a des groupes de travaux et à chaque fois, on doit contrôler, comme on n'est pas sur place. Moi, j'ai des caméras même sur place. Si je prends mon téléphone, là, je peux voir ce que les gars sont en train de faire, j'ai des notifications tout le temps sur mon téléphone. Donc, au-delà de ça, je pose des questions tout le temps. Je veux qu'on me rende compte, m'envoyer les vidéos. Je dois comprendre, il faut comprendre le business. Parce que quand tu dis juste, oui, j'ai envoyé l'argent pour acheter les aliments, moi à l'époque, c'est comme ça que le technicien nous a volé. Il me disait que, bon, il faut acheter par exemple 50 sacs d'aliments. Et je lui ai envoyé l'argent pour acheter 50 aliments. Donc le gars va voir le vendeur d'aliments. Il négocie le prix. Le prix qu'il me dit, c'est pas si le sac coûte 25 000. Il me dit par exemple 26 000 ou voilà. Il va couper le prix là-bas. Et même si c'est le vrai prix, mais tu ne sais pas. Tu peux pas savoir. Donc voilà, il prend les aliments. En plus, à l'époque, on n'avait pas de magasin. Il les stocké chez lui. Le gars, on n'a aucun contrôle. Je ne savais pas. Après, à un moment donné, mon père est arrivé là. Il m'a dit que non, bah, tu sais quoi, tu as voulu avoir ton magasin. Tous les sacs d'aliments, là, tu dois les avoir sur le site. Il faut les compter un à un. Tu dois être capable de. Ça va combien d'aliments? C'est comme ça que je fais maintenant depuis. Maintenant, je traite avec les vendeurs d'aliments. J'ai tout mon autre téléphone. Donc, quand ils sont là, je paye directement chez lui. Ah, direct, il n'y a plus d'intermédiaire. S'il y a un intermédiaire, j'envoie l'argent, mais je dis aux vendeurs d'aliments que j'envoie notre technicien. À moi, d'avoir la grille de prix. Et après, on négocie parce qu'on a toute une personne dans l'entreprise qui négocie les prix. Elle a dans le mail, mon collègue Tachia, sur votre candidat à toi, qui négocie chaque centime de prix. Ah oui. Nous, on paye le prix de gros. On est à Africa Food Industry. On est là pour durer. C'est l'industrie. Et dans le prix de gros. Et comment tu fais pour limiter les cas de vol? Mais comme je disais, pour limiter les cas de vol, déjà que nous, le cash flow, l'argent, en fait, n'est pas forcément sur place. Parce que les grosses ventes qu'on fait, on les fait via un commercial. Donc, quand on fait les grosses ventes, par exemple, là, en février, le 22, là, on va sortir du poisson. Donc, on a un commissaire qui travaille depuis 2022, vraiment extraordinaire. Les personnes les plus honnêtes et tout, tu vois. Pour l'instant, quand il va le poisson, il me dit on a mis combien de tonnes. Il va me déposer dans le compte en banque, il m'envoie le bordereau, etc. Donc, je valide et tout, et je vois effectivement que ça a été déposé et combien de kilogrammes on a sorti. Bon, il passe sa commission au passage. Mais quand il y a des petites ventes, comme par exemple celui-ci, et puis il dit, on doit tout noter. On a même fait la facture, là, je suis en train de mettre en place une mécanisme de facturation. Et j'ai dit, voilà, et après on a un comptable, parce que j'ai un comptable qui passe sur le site tous les mois pour payer les salaires. Ah oui. Oui, parce que avant de payer les salaires, comme ça, envoyer l'argent. Et il dit que non, on va centraliser ça. Donc, il passe sur le site, il paye les salaires, il vérifie si les factures qu'on achetait. Tu dis, tout ce qu'on achète, demandez toujours la facture. Parce que moi aussi, je dois faire, voilà, on doit faire la comptabilité et on doit avoir les factures législatives. Et effectivement, donc bon, on essaie de limiter. Bon, c'est Dieu qui va nous voler. Je sais à qui vient de voler. Moi, je sais à qui. C'est quoi le plus gros cas de vol que tu as eu? Le plus gros cas de vol que j'ai eu, papa. En 2022, j'étais avec une équipe là, justement. Les gars sont forts. Les gars sont forts déjà. Non seulement, les gars vendaient le poisson. On me dit, Agnès n'a qu'à le vendre le poisson. Je dis, comment ça, on vend le poisson? Les vendre les poissons, ça compte pas. On me dit, comment le poisson à Manco, mon nom. Je dis, comment le poisson? Tes gars sont à qu'à le vendre le poisson. Parfois, j'envoie les gars sur le site. J'envoie un petit sur le site. Parfois, j'envoie, il me dit, comment le poisson et tout. Il dit, que vous vendez le poisson, quel poisson vous vendez? Donc, les gars, ils se servaient comme ça, là. Ils disent que non, vraiment, on n'est pas assez payé, on a trop travaillé. Et à l'époque, le technicien qui était chargé même de payer les salaires. Donc, il avait ramené ses gars, 5 personnes comme ça, là. Et nous, quand on a envoyé l'argent, il coupait 10 000 sur... Ah, propre. Il coupait 10 000 sur les gars. Et moi, j'étais un peu au courant. Mais les gars se plaignaient qu'on ne paye pas. J'envoie, c'est à ce point-là que j'ai mis un comptable. J'envoie le comptable là-bas. Le gars, même mon collègue était censé... Mais lui, il était là, il dit que je fais comment? Est-ce que l'entreprise est mon frère? Tu es le superviseur général ou tu n'es pas? Tu es même dans l'entreprise, tu es actionnaire, tu es actionnaire, tu as encore un salaire, mais tu te travailles. Et comment vous avez géré ça alors? Bon, j'ai géré tout le monde.
Ça virait tout le monde. Comme ça, au moins. Quand tu as payé et tout, je vois ça et tout, je pose des questions. C'est comme il dit, il comprend pas. Il dit que, hey, maman, papa, il me dit. Et tu fais comment tu l'as dit rentrer tout chez vous? Comment tu fais? Donc, on m'a déjà commencé à gérer petit à petit. Ouais. Petit à petit. Et elle dit que j'ai envoyé les lettres déjà. En fait, j'ai fait ça. J'ai envoyé les lettres, demande d'explication. Machin, truc. Bon, ils avaient des salaires, j'ai payé. Il dit qu'à partir du mois prochain, on va clôturer les activités. On n'a plus d'argent. Nous actionnaires, vraiment, on est fatigués. On voit qu'on n'est pas rentable. Donc, on va réduire. J'ai commencé à licencier un à un. On n'a plus l'argent. On va payer avec quoi? Donc, voilà, dit que oui, vous ne devez. Je paye ton solde de la voici. Tu es moins payé. Donc, ouais, tu pars. Que tu pars. Et tu recrutes comment? C'est quoi tes process de recrutement? Maintenant, moi, je fonctionne par recommandation. Ah oui, ça, c'est la base en Afrique. Recommandation, ouais. Mais par contre, on peut te recommander quelqu'un qui il savait être mauvais. Donc, là, maintenant, je fonctionne. La dernière, nous connaissons un ingénieur et tout. Quand je suis un ingénieur, j'ai demandé à mon réseau, c'est même notre avocat qui m'a recommandé cette dame. Tu lui dis que tu es caution. Toi, tu es avocat. Si elle peut voler, c'est toi qui vas la mettre. Et pour la question des impôts, comment tu fais? Les impôts, du coup, on a un comptable. Nous avons dit que chaque année, quand on fait le bilan et tout, nous avons que nous, on a un bilan négatif déjà. Donc, on a un bilan négatif depuis toi, puisqu'on utilise les immobilisations foncières, tout ça. Donc, voilà. Donc, on a quand même quelques petits impôts, quelques impôts qu'on paye, les impôts fonciers ou je sais pas quoi. Donc, voilà, on a un compte aux impôts. Donc, qui fait le calcul et tout, me dit, il faut payer ça. Je paye, non? Ah oui, forcément. Il faut payer maintenant, comme c'est paiement par virement bancaire. Donc, je rentre le RIB dans le compte de l'entreprise. Et moi, je paye plus. Moi, j'ai accès au plateforme. Mais il y a que moi qui ai accès au compte de l'entreprise. Ah oui, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Non, je ne peux pas donner l'accès à l'entreprise à quelqu'un. Non, c'est moi-même qui... S'il faut faire un virement, je dis, bon, soit j'appelle notre conseiller bancaire sur place. S'il faut faire ça, mais c'est moi-même qui ai les accès. Donc, voilà. Et je sais aussi que tu formes les gens qui veulent se lancer dans la pisciculture, c'est ça? Oui, effectivement, je suis dans l'ancienne plateforme de formation, Aniel et Tatiana Academy. Où, donc là, j'ai une formation dessus qui est en cours justement pour la pisciculture. Mais après, derrière, ce qui est le plus important, même au-delà de la formation, comme le livre, c'est l'accompagnement. Comme Dieu personne, tu peux finir dessus la formation, tu peux finir dessus le livre, le coaching, mais je sais qu'à un moment donné, tu vas être buté ici. Et c'est là où je dis que je propose le coaching. Tu veux payer le coaching. Moi, à l'époque, si j'avais eu le coaching, j'étais prêt à payer. Oui, bon, tu as payé la formation, malheureusement. Tu as dit qu'il n'y avait pas grand-chose dans la formation. Oui, j'avais le recul. Il y avait le recul, ouais. Voilà, c'est vrai que c'était énorme. Voilà. Ah oui, ok. Et depuis que je suis dans la pisciculture, est-ce que... Bon, je vois beaucoup de gens dans la pisciculture. Hein. Oui, beaucoup de gens qui font dans la pisciculture et tout. Et moi, je me demandais, est-ce que c'est un business qui est vraiment porteur? Est-ce qu'on génère vraiment du cash avec ce business-là? Oui, on génère du cash, puisque c'est un business déjà porteur parce que nos pays en ont besoin. Ouais. Donc, la demande, par exemple, pour un pays comme le Cameroun, la demande nationale, c'est 500 000 tonnes par an. Et le Cameroun, à lui seul, importe environ 200 000 tonnes de poissons par an au pays. On arrive à produire que peut-être, je pense les chiffres, c'est quoi, 30 000 tonnes. Donc, tu vois que c'est, après, j'ai des chiffres, je peux pas regarder sur Internet, c'est 265 milliards de dollars, pas la milliards de dollars que chaque année le Cameroun dépense pour importer des poissons, des maquereaux comme moi, des poissons brisés là. Ces maquereaux là, des tilapia, peut-être. Mais il faut un budget de combien pour se lancer dans la pisciculture, à peu près? Le budget, ça va dépendre des infrastructures que vous avez déjà. Oui, mais du minimum. Le minimum. Vous avez quelqu'un qui n'a rien. Le minimum, on va dire que si on parle en euros, il te faut peut-être 5 000 euros. Même si tu commences dans les bacs hors sol, tu vas acheter par exemple 2 cuves, les cuves éternels, les cuves de 1000 litres. Tu vas mettre par exemple 300 à l'un, puisque les cuves de 1000 litres, 300 à l'un, tu vas acheter des aliments. Bon, après, comme il dit, si tu veux faire la pisciculture, juste c'est pour tester. Oui. Tu vas tester. Si tu veux faire la pisciculture pour nourrir ta famille, tu peux même commencer avec 1 000 euros. Pour nourrir ta famille. Mais si tu veux faire la pisciculture comme moi, je veux pour faire quelque chose qui va avoir un impact, là, tu veux quand même commencer petit, mais avoir l'objectif d'aller grand. Voilà. Je rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, le livre Daniel Cruzel, Investir dans la pisciculture en Afrique, est disponible dans le premier commentaire de la vidéo. Ou bien il y a un bouton quelque part là qui s'affiche. Bon, Aniel, donc, pisciculture en Afrique. Et quand j'ai une question que je me posais, c'est est-ce que par moment, il y a comment on les appelle, des agents de l'État qui t'ont demandé des bacs chiches?
On te met les bâchis tous les jours. Ah ouais. Donc, après, à chaque fois que tu vas à l'administration, oui. Quand, la dernière fois, on a obtenu l'autorisation de l'État du Cameroun de création d'une ferme piscicole. Oui. Bon, c'est un document qui te met en gros dans les fermes répertoriées par le Cameroun. Donc, pour faire ce document-là, bien sûr, on a dû payer. J'ai la chance que j'avais un contact qui travaille au MINEPIAS, le ministère des chargés des pêches animales. Ouais. Et il m'avait dit ça et tout, parce que la procédure en elle-même est très longue. Et là, ils avaient, en fait, ils lancent parfois, ils appellent à manifestation, mais c'est des trucs qui sont assez rapides. Ils me disent ça comme ça, c'est pas un mercredi, que madame, il faut, j'ai vu ça et tout, il faut que vous lancez le dossier pour vendredi. Il dit que, là, j'ai un peu dans le truc, il me dit que vraiment, madame, je vous dis, il faut payer ça. Il m'a donné un prix et tout. Il dit que, il n'aime pas l'argent à ce moment-là. Il me dit que vraiment, vous ne serez pas déçus. Il dit, bon. Je vois mon équipe et tout. Je dis, bon, on ne sait pas. On est toujours frileux. Il dit, bon, le monsieur là, c'est quelqu'un qui m'a recommandé de respectable. Je fais confiance. Et voilà, donc, le truc fait, voilà, plusieurs années, en fait, plusieurs jours. Et après, il y a des gens du ministère des Mines qui descendent sur le terrain pour voir et tout. Et là, il faut prévoir, il faut donner à manger. Il faut donner à manger. Ça, c'est un pour visiter le truc. Il faut le mettre donner à manger. Ça doit sur le côté. À chaque niveau, il faut toujours prévoir quelque chose. Et maintenant, une fois que tu as produit, ton poisson, comment tu le vends? Mais comme j'ai dit, là où on bosse avec un commercial. Ah, il y a un commercial. Il fait quoi? Il fait des marchés? Comment ça se passe? Mais lui, c'est quelqu'un qui travaille qui est une expérience dans le poisson. Je l'ai connu via aussi une connaissance. Il travaille pour l'entreprise. Donc, il a en fait un portefeuille client, je puis ainsi. Donc, moi maintenant, à l'époque, quand je vendais à d'autres techniciens, il me disait, bon, je peux vous vendre du poisson, je prends ma commission. Ou même on a eu à vendre du poisson, nous-mêmes, on a déposé le poisson chez les ventes, ils n'ont même payé. Je vais m'envoyer, même, que tu vas les menacer, tu vas voir la police, même le gars qui était censé, qui a dévoré le poisson, qui était censé faire des recouvrements, même il n'a pas. J'ai dit que, waouh. J'ai dit que je ne peux pas encore payer un commercial, au moins je suis sûr qu'à la fin de la journée, même s'il vend au poisson, parce que chez le grossiste, c'est 2000 à partir de 100 kilos. Donc lui va prendre sa commission, en fait, 100 francs. Même s'il reste même 1900. C'est pour ça que je dois me battre pour réduire au maximum les coûts de production. Et donc, on va dire par bien interposé, on se sert donc du portefeuille client, puisque lui, il a les femmes, les mamans qui vendent au marché, qu'il a déjà répertorié, qui lui font confiance et qui savent qu'ils travaillent de façon carrée. Ok, mais c'est toujours la recommandation. Bref, on a son là pour recruter du personnel. En Afrique, c'est la recommandation. Si nous me vendre, bon, après, on va dire avec le bouche à l'oreille, avec la communication qu'on fait, au fur et à mesure, peut-être les gens vont venir acheter le poisson sur le site, ou bien me contacter. Il y a qui me contactent parfois en privé, je veux du poisson, je veux comment on fait des ventes. Mais après, ce qui est intéressant à l'avenir, c'est qu'on veut vraiment créer peut-être une poissonnerie, une boutique au pays. Mais encore, je réfléchis qui va gérer ça chez les là. Ouais, c'est ça aussi. Qui va gérer ça. Donc, voilà, c'est des business comme ça là qui sont. Après, les gens ont payé, qu'est-ce qu'il faut? Parfois, ils créent des snack bars. Voilà, nous, on pourrait le faire aussi sur nos questions. Et c'est quoi les arnaques les plus récurrentes lorsqu'on est dans ce business-là? Maintenant, c'est parfois les techniciens qui vont vous dire que je connais tout, machin, truc, il vient là et tout. Tu vois, les personnes qui meurent parfois. Ou alors, comme le poisson silure, c'est un poisson qui est cannibale. Il met dans l'eau, il ne suit pas. Il ne suit pas. Ou alors, quand il y a des morts, il ne s'en occupe pas. Tu es, ce même matin, tu trouves que mais quand tu pêches, il n'y a plus rien dedans. Tu te dis que les gars, s'ils ont tout volé, quoi. Même s'ils ont volé, parfois il y a le cannibalisme en fait. Donc voilà. Et pareil, même les aliments, si je ne contrôle pas et tout, les aliments, si par exemple tu calcules, parce que tu dis, par exemple, les poissons, on doit donner par exemple 10 kg par jour ou qu'est-ce que sais-je. Mais tu peux calculer que ça va durer peut-être tel nombre de jours. D'autres gars, ils peuvent enlever 1 kg tous les jours d'aliments. C'est possible. En effet, oui, c'est possible. Tu mets sur le côté. Et quand on sort le poisson, j'ai un gars sur place, je dis qu'on doit compter chaque poisson. Ah oui, il faut compter chaque poisson. Non, mais quand on amène, même si c'est 10 000 à lever, comptez-moi que ça va. Ah oui, même si ça poids. Non, moi je veux qu'on compte. On compte un. Parce qu'on peut les compter, on a un truc là. Il y a une machine pour compter. Non, c'est à la main. À la main, oui. On prend une table comme ça, on recouvre un peu d'une bâche plastique et après on compte et tout, et en même temps voilà, on regarde les tailles parce qu'on reçoit les aliments entre 10 et 8 grammes. On regarde les tailles et tout, mais il compter un à un. Et c'est pas pénible pour toi en tant que femme de gérer un business comme celui-là, en plus à distance? C'est quoi les challenges lorsqu'on est une femme et on gère un business comme celui-là?
mais c'est pénible parce que voilà, parfois je suis au téléphone tout le temps, ma fille me dit, maman, je suis tout au téléphone. Mon mari paraît que tu es au téléphone. Parfois, il dit que mon téléphone, si je me vois comme ça, je fais comment j'ai engagé ma responsabilité, là, des gens, je sais bien. Ton nom va bientôt se retrouver sur Facebook aussi. Hein. Tu vas bouffer ta tonne. Et après, voilà, quand on est femme, maman, tout ça, entrepreneur, bien sûr, on a des contraintes à la fois. Il faut gérer les enfants, il faut gérer le mari, il faut gérer son propre boulot. Et voilà, quoi. Et tu es dans un domaine où tu ne connais pas. En tout cas, moi, j'ai dit, moi, je n'ai pas forcément de problème à ne pas connaître. Parce que moi, j'ai dit, je sais que c'est chaud, je ne sais rien. Donc, moi, j'apprends tous les jours. Et grâce à ça, le fait de partager mon expérience a permis que certaines personnes m'appellent parfois au téléphone et me disent que non, Agnelle, fais plutôt comme ça. Là, je suis en train d'électrifier le site, de mettre un générateur solaire. C'est un de mes amis d'enfants qui avait même perdu. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que Eneo me demande 16 millions d'euros pour un transformateur de 104 millions. Ah ouais, 16 millions d'euros. Non, 16 millions de francs. Et même moi, il faut les avoir, les 16 millions. Je me dis, comment je fais? Et encore, mon problème n'est pas résolu. Si on me coupe la lumière, si j'ai un transporteur de 100 kW, est-ce que je suis... Non, je dis que c'est pas possible. Comment vous voulez qu'elle se sorte? Et il m'avait dit, mais je connais la fille ici. Il cherchait mon numéro. Et après, elle me dit, non, Agnès, franchement, toi, tu connais le pays ici. Je te conseille, j'ai un ami là, parce qu'il est prof. J'ai un petit là que j'ai formé. Je sais qu'il est sérieux. Tu ne peux pas te recommander quelqu'un qui est... Contacte-le, il fait des générateurs solaires, il les commande en Chine, il est sérieux. C'est comme ça que je le contacte. Les générateurs solaires, ça vous fait quoi? Pour électrifier. Quand on est électrifié, ça fait quoi? C'est quoi? Pour la lumière sur les étangs? Déjà, sur les étangs, on a déjà les projecteurs solaires. Mais tous les jours, il faut que je communique avec les gars. Parfois, on coupe la lumière pendant 4 jours. Les gars, il fait les charger le téléphone. C'est vrai qu'il y a cette contrainte-là. Il charger le téléphone. Donc, nous, on essaie de la lumière, tout ça de la lumière. Non, tout ça, évident. Même par WhatsApp, des fois, je suis obligé de passer par les trucs, le réseau ne marche pas, le machin. Et si tu as la lumière sur le site déjà, ben, tu vas pouvoir mettre les gars à l'aise. Ils ont la lumière, ils peuvent voir la télé. Ils peuvent aussi, parce que nous, on veut lancer l'écloserie. Parce que j'ai une écloserie. On a construit un bâtiment en 2022 pour faire nous-mêmes l'écloserie, pour diminuer les coûts de revient, pour que nous, on puisse avoir nos propres bébés poissons, qu'on puisse les reproduire. Et il me faut la lumière pour faire fonctionner ma pompe. En fait, moi, j'ai besoin de des pompes sur le site. Il faut que mon but, c'est quoi? De se décharger l'eau dans les étangs. Ou de charger l'eau dans les closeries. J'ai un cubitonnet, j'ai un château d'eau. Il faut que l'eau puisse partir du puits avec une pompe automatiquement et revenir. C'est ça, c'est pour ça. Il faut la lumière. Je ne peux pas faire fonctionner. J'avais pas vu le truc. Donc, c'est un peu ça. Avec la lumière, il y a un peu de business qu'on ne peut pas faire. Je te parlais d'une poissonnerie. Si j'ai même un congélateur, quand il y a une personne qui meurt, qui n'est pas bien là, il dit qu'elle est fumée. Moi, j'ai même fumé, moi qui le cite. Il dit que fumez-moi ce poisson. Dès qu'il y a un poisson qui fait bizarre là, fumez-moi ce poisson. Je n'ai même pas de mort. Mais quand les poissons, quand il y a une épidémie, par exemple, tu as eu des cas d'épidémie? Oui, quand il y a des maladies, on a des cas de maladies où on a tous les poissons sont on a tous les. Et vous n'avez fait pas des poissons? Mais soit les ajutés, soit les chiens là. Tous les poissons, c'était quelle quantité à peu près? Là, dernièrement, on a eu peut-être la dernière production, on avait des poissons blessés, tout ça. On avait peut-être des centaines, des centaines de poissons. Dernièrement, comme je disais en 2024, la plus grosse perte même, on a perdu, voilà. Après, une fois, on a perdu près de 5 000 à l'éleveur, 10 000 à 5 000 à l'éleveur, ils sont encore tout petits, ça va. Ils sont encore tout petits, ça va encore. Mais quand moi, ça me fait mal quand je suis encore de perdre des poissons de 200, 300, ça veut dire que tu les as nourris, tu as dépensé l'argent. Quand ils sont encore bébés, donc, ça fait mal, tu sais les choses que tu peux sauver. Mais quand tu as nourri, tu as dépassé. L'âge de 400, là, je dis, gars, faites attention là-bas, ne me pas parce que le poisson, là, c'est l'argent. Ouais. Mais quand ils décèdent comme ça, ils sont là des poissons prêts à la consommation, donc vous donnez ça aux animaux. Donc, soit quand ils décèdent comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, soit, voilà, s'ils sont vraiment gâtés, on va les jeter. S'ils sont encore en bonne édition, on va les bouillir, les faire bouillir, les donner peut-être. On a des chiens sur le site. Mais des poissons comme ça, quand il y a une épidémie, est-ce que quand on les fait cuire à l'eau, quand on les fait braiser, est-ce que ça ne tue pas le microbe? Mais ils sont impropres à la consommation humaine. Ça veut dire que quand ils meurent, quand ça manque soit c'est la décomposition. Quand ils sont en décomposition, on va les jeter. Mais si par exemple c'est une plaie ou une blessure, bon, on peut encore les faire bouillir à 5 degrés. Et comme j'ai les chiens sur le site, je dis que faites préparer ça bien, là, vous les faites bouillir au moins que les chiens mangent aussi. Waouh, le business n'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et c'est quoi le meilleur conseil business qu'on t'a donné de toute ta vie? Ouais, le meilleur conseil business qu'on m'a donné, c'est
Bon, en tout cas, maintenant, avec l'expérience, je sais que c'est mon père qui me dit ça, c'est parce que, comme dit, mon père, c'est quelqu'un qui a fait l'entrepreneuriat. Il me dit toujours, ton projet là est bon, mais sache que il ne faut jamais abandonner parce que parfois, quand c'est trop dur et tout, il dit que le père là, tu vas le laisser, c'est pas possible. Et il lui dit que si tu abandonnes maintenant, quelqu'un va prendre ton projet, il va se faire un million avec tout ce que tu auras travaillé depuis là. Ce sera dans l'eau. Donc, ça, c'est pas facile. Quand tu veux surtout faire l'industrie comme tu as envie de faire là, il faut savoir être persévérante. Il faut être persévérante. Ne te dis pas que tu es tombé, tu es morte et tout. Tu tombes, tu apprends, tu te relèves, tu itères. Donc voilà, quand on fait une erreur, on essaie de réfléchir, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, et après, on essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et surtout, comme je dis, je travaille en équipe. Donc, et surtout, nos actionnaires, moi, je dis, c'est pas seulement de venir mettre vos talents. Oui, non, l'argent, c'est la plus facile à avoir. Ouais. Facile à avoir, c'est ton argent. Moi, j'ai besoin de vos compétences, de vos compétences, vont grandir. Et là, moi, j'ai un des actionnaires qui est rentré. Vraiment, je salue ici, depuis la Guadeloupe. Il y a des actionnaires partout. Il y a des actionnaires de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique. Il y a beaucoup de représentés des États-Unis, de l'Allemagne. On a des 71 actionnaires de partout dans le monde. Même au pays, on a un actionnaire. Et là, tu as écrit un livre, Investir dans la pisciculture en Afrique, et tu mets le guide pour devenir millionnaire grâce aux poissons. Est-ce que tu es millionnaire grâce aux poissons? On va dire pour l'instant, je ne suis pas encore millionnaire. Mais comment tu peux écrire un livre là où tu as montré aux gens comment devenir millionnaire? Alors, mais parce que, mais quand je ne suis pas millionnaire, parce que millionnaire, que ce soit en francs CFA ou en euros, c'est tous les jours quand on fait les ventes de poissons, par exemple, si on sort 5 tonnes de poissons, ça peut être des 10 000 euros. On est millionnaire, sauf que nous, on réinvestit. Et vu qu'on réinvestit, voilà, dans l'avenir, parce que mon but, c'est que ce site soit un site pilote qui soit vraiment la référence à la pisciculture en Afrique. Donc là, on est en train de construire pour l'avenir. Parce qu'on me dit, en Afrique, on est souvent sur des entreprises éphémères. C'est aussi pour ça que le secteur ne décolle pas, parce que je dis que la pisciculture, on le fait depuis des années. Mais pourquoi ça se fait qu'on est toujours dans les techniques archaïques? Quand tu vois comment les gars font la pisciculture en Malaisie, en Chine, tout ça, c'est des techniques modernes. Mais sauf que nous, voilà, tout le monde produit ses plans parce qu'il veut manger, il veut rapidement. Personne ne pense long terme. C'est que moi, je suis sur long terme. Bon, je ne suis pas pressé. Et je ne suis pas pressé de gagner aujourd'hui. Donc, quand vous êtes là, sachez qu'on est au moins sur 10 ans. Moi, c'est même mes enfants qui vont profiter de ça. Tu es dans le futur. Donc, mais pourquoi tu recommandes d'avoir des sites piscicoles dans les endroits éloignés? Pas vraiment, mais en périphérie de la ville. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, on est en périphérie de Yaoundé, Bankomo, au Kwamaria. Donc, on peut facilement. Il faut qu'il y ait la route. Quand tu dois sortir ton poisson, à 30 minutes, tu dois être au prochain marché. C'est-à-dire que pour écouler, si tu es trop loin, tu peux le transport. Parce que moi, actuellement, j'ai pas encore on n'a pas de voiture, de véhicule sur le site. Et comme on est sur des sorties épisodiques, ça veut dire qu'on doit payer on loue un pick-up et tout pour la journée, il fait la livraison et après c'est fini. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer le business, qu'on sort par exemple tous les mois, là, moi, tu vois, j'ai une cadence là où j'en poissonne tous les mois, ce qui fait que je veux des poissons tous les mois sur le site. Donc, au fur et à mesure qu'on va, peut-être que ce sera utile pour nous d'avoir un véhicule à nous, vraiment, entreprise. Non, c'est clair. Mais voilà, c'est quand même en périphérie de la ville, des grandes villes surtout, parce que c'est votre marché, c'est sûr, au niveau des grandes villes. Tout à fait. C'est-à-dire que tu peux écouler facilement tes poissons, quoi. En tout cas, l'équipe, je recommande vraiment le livre. Franchement, il ne coûte pas grand-chose. Et pour quelqu'un qui veut faire dans la pisciculture, franchement, prends le temps d'apprendre. Vous savez que plus de poissons restent dans l'eau, plus de coûte d'argent. Mais oui, c'est vrai. Au bout de 4 mois, 3 mois et demi, c'est aussi l'aliment. Parce qu'il y a des aliments qui sont performants. En 3 mois et demi, tu es capable d'avoir 400, 500 grammes. Donc, plus tu es dans l'eau, plus tu te nourris. Donc, moi, je fais tout pour que ça arrive là, tac, il faut sortir. En 2 semaines, tout va. C'est vrai qu'il y a cette contrainte de le temps des coups. Oui, ça va. Tu vois que tout est calculé. Il faut tout va. Parce que plus tu es dans l'eau, il faut nourrir. Je ne vais pas nourrir les poissons. Puisque plus tu nourris, tu es en train de perdre de l'argent, en fait, parce que tu n'es plus rentable. Mais du coup, si quelqu'un veut te contacter pour bénéficier de ton accompagnement dans la pisciculture ou bien même pour investir, comment ça se passe? Donc, je suis disponible sur les réseaux sociaux. Si tu tapes sur il faut laisser les numéros comme long. Oui, donc un numéro de téléphone ou un mail pour contacter sur contact@africafoodindustries.com. Je réponds, c'est moi qui réponds. Ou alors un numéro de téléphone qui est même disponible aussi sur notre page Facebook, donc +33 6 77 67
15,95. Oui, tu as posé que le livre aussi, le numéro aussi au dos du livre. Donc, et pour finir, pourquoi tu as écrit ce livre? Pourquoi j'ai écrit ça? C'est une bonne question. Voilà. Quand je t'ai rencontré, parce que il me pose toujours les questions, tu vois. Ouais. On pose des questions. Allez, comme je partage, moi, pourquoi j'ai même fait une chaîne YouTube? Parce qu'à un moment donné, quand j'ai commencé le projet, j'ai dit que bon, le projet, si ça l'air intéressant, mais si ça ça moi ça d'ici là, je vais même y parler. Parce que je n'aurais pas la capacité, même pas des fonds propres d'avancer. Donc, il faut que je trouve un moyen facile qui ne me coûte pas l'argent de pouvoir parler de mon expérience. Et comme je sais que la diaspora, comme moi, fait investir, c'est comme ça que à l'époque, j'avais créé la chaîne YouTube là depuis, je ne faisais rien avec ça. Et j'ai commencé à créer des vidéos comme ça, amateurs. Et quand j'ai commencé à lever les fonds, j'avais 2000 abonnés. Ah oui. Juste, j'ai 2000 abonnés et les premiers investisseurs, mon PCA là, qui est devenu PCA aujourd'hui, chez une fille avec qui je travaille depuis, elle a investi 10 000 euros chaque table. Et elle m'a dit que c'est possible ça. Mais je te dis des choses qui m'a dit, allez, vraiment, je te vois et tout, tu es naturel. Allez, tu es quelque chose et tout, on me dit c'est tout. Quand tu vois tes vidéos, tu dis, moi, je suis comme je suis. Donc, si, c'est ça, tu vois mes vidéos, quand on passe un mois, je vous dis que passe un mois. Transparence. Et pourquoi me dit que me dit, tu partages trop, tu donnes trop de conditions. Bon, bien, moi, il faut que vous sachiez où votre travail est passé. Donc, je ne vais pas dormir, quelqu'un m'appelle, je lui dis que Ariel, où sont mes dividendes? Tu m'appelles comme ça, c'est que soit tu n'es pas dans le groupe, ou le partage tout le temps. Mais au moins, tu es transparent. Soit il y a un problème. Et si il y a un problème, je n'ai pas compris, tu as investi combien? 5 000 euros. Ok, je vais me battre et tous tes 5 000 euros, tu sors maintenant. Non. Mais Michel Ego, là, ça marche, la transparence, ça marche de fou. Bon, c'est un peu, moi, je préfère être transparent, là, expliquer le business. Je vous ai fait les business plans, c'est bien beau parce qu'il faut le faire pour lever les fonds. Mais le business, c'est sûr, tout le monde a appris que c'est sur le terrain. Oui, c'est clair. C'est sur le terrain. On a besoin de faire le business plan, mais sur le terrain. Le terrain ne ment pas. Le terrain ne ment pas. Et ça fait et tout. Tu as 7 000 qui meurent, là, que tu avais prévu, tu fais comment pour te relever? Parce que tu as tout perdu, zéro. Tu as zéro. Donc, il faut que tu vois que les gars, il faut avoir confiance pour d'autres personnes viennent encore investir. Et aujourd'hui, pour la petite histoire, l'action en 2022, on la vendait, parce que nous, on a des actionnaires, on la vendait à 100 euros. Aujourd'hui, avec nos actionnaires, on a voté qu'elle vaut 150 euros. Ah oui. Pour moi, l'intérêt, c'est que vos actions que vous avez prises en 2022, vous avez payé 100 euros. Dans 4-5 ans, ça vaut il y aura même 200, 300, 400 euros. Parce que, on travaille l'entreprise, on investit, on parle, l'entreprise prend la valeur, la notoriété. C'est tout ça qui fait que tu as un travail. Tout à fait. Et est-ce que tu as un livre à nous recommander? Un livre qu'on doit absolument lire? Un livre qu'on a là, je viens de finir un livre là, L'homme le plus de Babylone. C'est un livre qui m'a marqué. Non seulement par rapport à la philosophie, le travail, comment on fait pour rembourser ses dettes, comment faire pour épargner. Franchement, c'est un livre qui m'a vraiment marqué et tout. Et là, j'applique les conditions. Et ça marche. Et ça marche. Voilà, il faut toujours épargner 10%. Voilà, tout ce que tu as t'appartient. Donc, yes. Bref, on vous met le livre dans le premier commentaire de la vidéo. Après, j'ai lu beaucoup de livres de mon personnel et tout, vraiment, qui m'ont vraiment fait. Le millionnaire. Le bureau du millionnaire aussi. J'ai lu ton livre aussi, j'ai lu. Non, mais c'est tout c'est pareil, même les créateurs de contenu qui partagent leur expérience dans l'entrepreneuriat. C'est pas facile, mais moi, je trouve que c'est gratifiant. Moi, à la fin de la journée, quelqu'un me contacte, me dit que Agnès, j'ai eu ton livre, vraiment, ça m'a motivé. J'ai pu me lancer dans la pisciculture. Et parfois, les gens ne savaient même pas qu'on peut se lancer dans la pisciculture. Ah oui, bien sûr, ça savait pas, oui. Ils passaient au poulet, au machin, mais ton livre, mais j'ai un terrain là-bas au pays, là. Il y a un marché. Donc, je peux gagner là. On peut faire la pisciculture dans tous les pays, tous nos pays d'Afrique. Ouais, grave. Donc, voilà, moi, j'ai l'ambition que Africa Food Industries soit une entreprise qui s'implante partout en Afrique. Et on va le faire comment? Via le partenaire, les gens qu'on forme, les gens qu'on accompagne. Et voilà, parce que le poisson, tout Africain aime le poisson. Que tu sois athée, musulman. Tout le monde aime le poisson d'abord de base. Voilà, qui m'a dit qu'il n'aime pas le poisson. Il est bizarre quand même, dans le soin. Mais dit que tout le monde aime le poisson. Mais comment ça se fait que vous aimez le poisson? Quand tu es au pays, qu'est-ce que moi, le premier plat que je demande, c'est le poisson. Le poisson est basé d'abord. D'abord, quand tu arrives, c'est d'abord le cassin. Manger le bon poisson basé, c'est important. C'est un plat qu'on aime. Il dit, mais comment ça se fait qu'un poisson sur deux que nous mangeons au pays, pour l'importation. Nous, on doit avoir honte. C'est clair. Étant donné qu'on a tous d'avoir le poisson qu'on mange. Après, vous avez dit que la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie, ça. En tout cas, Africa Food Industries est là. Agnès, on arrive au thème de notre échange. C'est intéressant. Ta caméra, elle est là, un dernier message, ce serait lequel?
Le dernier message, c'est bon, aujourd'hui, je suis dans le game et tout. J'ai dit, avec le recul, je me rends compte que si tu ne te lances pas de départ, tu ne peux pas savoir où ça va te mener. Moi, aujourd'hui, je suis assis à Valais. Est-ce que je pourrais imaginer un jour que. Et pourtant, je suis timide. Ouais. Ah ouais? Je suis quelqu'un qui. Ça pourrait dire qu'elle est timide. Quand tu es pauvre aussi, tu as le droit d'être timide. Ben, tu as le droit de le faire du bruit. Parfois, si tu veux, tu racontes. Non, fais le bruit, vends le bruit. Un jour, c'est là, demain, je suis invité au forum d'équipage. Est-ce que j'aurais pu imaginer dans la même pièce que des ambassadeurs de l'ambassade? Elle a quelqu'un qui a grandi au quartier d'Abbas. Oui, donc, moi, je me dis, voilà, si vous croyez, si vous avez vraiment envie d'avoir un impact sur le continent, parce que moi, il dit, mais je pourrais rester ici en Europe, faire ma vie tranquillement, rentrer au pays pour les vacances, de temps en temps, dépenser. Mais est-ce que j'aurais vraiment eu un impact? Non. Voilà. Je me suis dit, aussi, il va avoir un impact, le continent. Les bavarder tous les jours, c'est sûr que les gens ont fait pied. Lancez-vous. Voilà, faites quelque chose. C'est la combinaison des efforts pour faire en sorte qu'on puisse relever notre continent, je pense. Hein. Surtout que tu l'as fait avec pas grand-chose. Tu as commencé à parler, il y a des gens qui ont mis de l'argent, qui ont cru en toi et en ton projet. Et ça grandit. Voilà. Comme quoi, il faut juste commencer. En tout cas, merci beaucoup, Aniel, pour le temps. Merci à toi. C'est vraiment très, très instructif. Le livre a été dédicacé par Loïc Kamwa. Loïc, effectivement. Loïc Kamwa, donc à qui on fait un gros big up. Cela étant dit, ma personne, si ça t'aurait été utile, n'hésite pas à partager. Bon, si tu ne connaissais pas la pisciculture, désormais tu connais. Si tu souhaites aller plus loin, le livre est là. Peut-être même que tu as déjà un truc sur la pisciculture. Peut-être que tu souhaites te lancer. En tout cas, dans le livre, tu apprendras beaucoup de choses. Par exemple, Daniel parlait de l'histoire des pentes, des machins, trucs. Bref, comment choisir le sol, comment creuser, comment choisir le poisson, la nourriture. Bref, tout est abordé là-dedans. Très facile à lire, rien de compliqué. On te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et si jamais tu souhaites investir dans Africa Food Industry ou alors contacter Aniel, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Mais le fait tout ceci est dit. Il ne reste plus qu'à dire, on est ensemble comme un décembre et on se ressemble. Minatalo. God bless.